Alors bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, encore une fois, sur la chaîne de Smimi et Nono podcast. Nous avons aujourd'hui donc nos invités, Maï, Liliane, Charlotte Cambon, et qui sont les réalisatrices de la série Victorité, distribuée par France 5 et que vous pouvez du coup aussi voir en replay sur Arte. Nous allons parler de réalisation. À toi Nolwenn. Donc aujourd'hui, le déroulé, ça va être un peu comme la dernière fois. On va faire une petite présentation de nos invités et puis de leur parcours. Et comme on est plusieurs réalisateurs, actrices ici, forcément, on va parler réalisation. Et ce qu'on va aborder, c'est le côté un peu psychologique du métier. Parce que c'est avec Sandrine, on aime bien parler de ça. Et voilà, déjà de comment devenir réalisateur, pourquoi on l'est devenu, etc. Et puis ensuite du côté vraiment social du métier, parce que en fait la réalisation c'est quand même une grande aventure humaine, on va dire, que ce soit dans la gestion de l'équipe, dans aussi la relation avec la production, donc le producteur et puis tous les gens qui sont pas forcément des graphistes, mais on va voir comment ça peut se passer, en tout cas nous, nos expériences par rapport à ça. Et ouais, juste parler de certains problèmes qu'on a eus, de comment on a pu les régler, du côté psychologique de devenir réalisateur et de devoir gérer tout ça. C'est quand même un métier compliqué. Donc voilà, on va parler à peu près de tout ça. Et donc, on va commencer avec petite présentation de Charlotte et de Maï. Donc, alors, on va commencer par le début. Présentez-vous. Présentez-vous, l'école que vous avez faite, et puis je pense que ça intéresse des gens de savoir comment vous avez commencé en fait votre parcours dans le milieu de l'animation. Ça, Charlotte, comme c'est tes images, je crois. Ouais, je vais commencer. Alors du coup, je vais pas non plus faire un truc hyper long, parce que c'est pas le sujet de ce soir. En fait, moi j'ai fait pour mes études, j'ai fait une mise à niveau à Dupéret en sortant d'un bac général. Et après je suis rentrée au Gobelin, donc j'étais en classe avec Sandrine en fait. On était ensemble. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés. Mais j'étais assez jeune en fait, on était plusieurs à être assez jeune, j'avais 19 ans. Et en fait, à la fin des Gobelins, j'ai enchaîné, je suis allée à l'école de la Poudrière, parce que j'avais envie du coup de développer l'aspect réalisation qu'on avait un petit peu abordé au Gobelin. Et après la Poudrière, du coup, j'ai été prise pour en sortant de l'école, donc c'était ma première réal professionnelle. Et après, j'ai bossé sur pas mal de projets de série. J'étais soit chef décoratrice, alors soit pas toujours chef d'équipe, mais chef décoratrice artistique et storyboardeuse. Et après, du coup, j'étais storyboardeuse sur QOD et je suis passée réal après. Ok. Je laisse la parole à Maï. Du coup, en fait, moi, j'ai fait un peu le même parcours que Charlotte. J'ai fait les Gobelins et j'ai terminé en 2009. Et en fait, après les Gobelins, en fait, j'avais, comment dire, en fait, on était plus sur des questions très techniques en fait au Gobelins. On n'avait pas trop, eu le temps en fait de faire des films perso et tout ça. Et moi, je voulais vraiment faire ça. Et du coup, en fait, j'ai entendu parler de la Poudrière par des amis, et du coup, en fait, j'ai tenté l'école de la Poudrière. Donc, en fait, j'ai fait 2 ans à Valence, en fait, à l'école de la Poudrière. Et ensuite, quand je suis sortie, on m'avait proposé, en fait, de faire la création graphique, en fait, pour un court métrage qui s'appelle Celui qui a 2 âmes. Après ça, j'ai bossé pas mal chez Eddy. Je suis bien content. J'étais surtout animatrice en fait sur des projets de publicité et de la série télé. Jamais encore dans le long métrage. Et en fait, pendant le temps, je faisais du boulot plus ou moins alimentaire. En fait, je développais mon court métrage qui s'appelle Chez moi. Et là, en fait, j'ai trouvé un producteur. J'ai eu un prix en fait à Annecy. Et du coup, en fait, très vite, le projet a trouvé son financement et ça a été diffusé sur Arte. Donc le film, je crois, je l'ai fini en 2014.
Et par la suite, je voulais plus trop faire l'animation parce que je me sentais pas assez, enfin, je sais pas, j'étais pas assez forte en anime, je me sentais nulle et tout. Et du coup, je voulais changer, je voulais faire plus du storyboard. Ouais. Et j'avais passé plein de tests et tout, j'avais raté plein de tests. Et après, j'ai réussi à faire. J'ai été prise en fait, sur une série qui s'appelle Holly and Moon, qui est réalisée par Florian Touré. Bah, d'ailleurs, je crois qu'on s'est croisés comme ça, en fait, Sandrine. Mais oui, À Caribara. j'étais tellement pas certaine que c'était toi en fait. Bah, moi non plus. Du coup, je crois que. Genre, j'ai fait. Est-ce que c'est Sandrine, la fameuse Sandrine? Est-ce que c'est Maë, la fameuse Maë? Le pire, c'est qu'on était vraiment côte à côte. On était juste tendus comme ça, genre. Mais oui, et comme c'était mon premier boulot en board, j'étais hyper stressée et du coup je n'osais parler à personne et tout. Putain, mais sérieux, parce que en fait, j'ai galéré trop en fait, sur le storyboard pro, j'étais là, comment ça marche? Non, mais en fait c'est trop drôle en fait parce que moi je pensais que tu gérais trop et c'était aussi mon premier boulot et j'étais déjà en retard. Et tu sais, je me suis dit putain, mais elle gère trop et tout, elle a l'air trop calée, merde et tout. Genre limite j'essayais de cacher ma sentie parce que j'étais trop stressée et tout. Ouais, et du coup après ça j'ai fait plus des films TED. En fait je voulais plus développer les projets perso. J'avais commencé à développer un projet de BD, enfin qui venait pas de moi mais qui venait d'une réalisatrice en fait de live qui voulait faire un projet de BD. Sauf que le truc n'a pas marché et à côté de ça, je faisais les films TED en fait, pour TED. Donc un sur Dracula et l'autre sur The Handmaid's Tale, enfin La Servante écarlate. Et après, en fait, on partageait le même atelier avec Sarah Saidan, qui est la réalisatrice en fait du pilote de Culotté. Et en fait, à l'époque, elle bossait sur Culotté, elle faisait le développement en fait sur le projet. Et elle me dit, ah bah tiens Maï, comme tu fais du board et tout, nous on cherche du board sur Culotté, est-ce que ça t'intéresse de bosser dessus? Et je connaissais un peu déjà la BD, j'étais fan et tout, et du coup j'ai fait, ah ouais carrément, trop bien et tout. En plus c'est vraiment sur la phase de développement, il faut vraiment chercher à trouver quelque chose et tout, et je trouve ça hyper intéressant. Donc en fait c'est comme ça que je suis arrivée sur le projet de Culotté, quoi. Ah, trop bien, d'accord. Donc tu étais à côté. Et donc vous avez toutes les deux fait d'abord les Gobelins et ensuite la Poudrière. Et donc qu'est-ce qui vous a donné cette envie en fait de faire plutôt le côté réalisation plutôt que technique? On aime bien avec Sandrine parler de l'émotion de vouloir créer, etc. Comment est-ce que ça vous est venu de vouloir faire de la réalisation? En fait, c'est un peu compliqué parce que j'ai l'impression qu'au Gobelin, c'était un peu mal vu de vouloir être réalisateur. Ça faisait un peu jouer avec le chef. Ouais. Et en fait, ce que j'ai vachement aimé, parce que moi, je venais pas du tout du milieu de l'anime. Quand j'étais plus jeune, je voulais faire de la BD. Enfin, moi, j'aimais bien l'idée de faire des projets. Il y avait cette idée de travailler en équipe, et d'aller au bout de quelque chose et d'être celui qui amène au bout. Mais il n'y avait pas trop cette idée de faire ça. Enfin, j'avais fait des fanzines, des trucs comme ça à plusieurs, mais pas de projet à plusieurs. Et en fait, moi, je sais que ce qui m'a vachement amené vers ça, c'est d'aller à Annecy, en fait, d'aller au Festival d'Annecy, voir des courts-métrages. Et en fait, du coup, de voir des films d'auteurs, de voir des gens qui racontent quelque chose, qui expérimentent des choses. En fait, nous, c'était cool parce que Gobelin, sur notre année, on avait fait un petit film encadré par Louis Clichy. Et donc, en fait, moi, ça a été vraiment le meilleur moment de ma première année. Galérer en anime toute l'année, c'était l'enfer. Et on a eu ça, et je me suis dit, mais mon Dieu, mais c'est génial. Je me suis trop éclatée. Et en fait, c'est vrai que après coup, en fait, au Gobelin, je me suis dit, ok, du coup, cette envie de rêve, je vais la garder en tête. J'avais entendu parler de la Poudrière entre temps. Et en fait, il y a aussi qu'il y a eu plusieurs étudiants de Gobelin qui sont allés à la Poudrière. Moi, j'étais deux classes en dessous de Lucrèce, par exemple. Je suivais le travail de Maï. Moi, j'étais fan de Maï quand j'étais à l'école. On s'était croisés parce qu'elle avait dans ma classe Swazik. Mais c'est vrai que moi, je suis un peu arrivée dans dans l'héritage de tous ces gobelins qui allaient faire la Poudrière après, et je suivais leur boulot et je me dis, mais en fait c'est génial parce que avec les gobelins tu vas passer par tout le côté technique. Et en fait la Poudrière c'est intéressant parce qu'il y a un côté un peu réel technique en fait, ils t'apprennent pas à être auteur, ils t'apprennent à mener à bien des projets, que ce soit gérer un budget, faire un dossier de financement et tout. Et en fait ça te donne un peu toutes les clés pour aller au bout d'un projet. Mais en fait ça t'apprend pas à être auteur. Ouais, d'accord. Tu vas pas créer tes envies. Je sais pas ce que t'en penses toi Maï là-dessus, mais moi c'était un peu ça.
Enfin, moi, j'ai regardé ceux qui étaient avant moi, je me disais, ah ouais, c'est génial, ça me donne trop envie. C'est ça, t'as été inspirée en fait par des personnes qui l'ont fait avant toi. Oui, j'ai eu l'honneur de bosser avec eux après. C'est fini. C'est trop mignon. Ah, Moi aussi, je suis fan de toi, Charlotte. Moi aussi, je suis fan de vous. Ah oui, merci. Maintenant, On faisons va la s'envoyer blague. des fleurs. C'est ça. Ah non, merde. Non, bah je sais pas, moi j'ai effectivement, c'est marrant parce que quand je suis rentrée au Gobelin, j'étais ultra jeune et en fait au concours des Gobelins, j'avais Hélène Beau et je crois que c'était François Darras qui était au jury et tout. Ouais. Et genre je leur dis ah mais en fait, enfin j'avais 18 ans en fait quand j'avais passé le concours, hein, donc j'étais pas du tout consciente genre des problématiques de l'animation. Je voulais juste faire l'animation et faire du dessin quoi. Et du coup, je rentrais à l'école en disant ouais, je veux faire du long métrage, je veux monter une école d'anime et tout. Ouah, les deux. Bah pourquoi pas, hein, en même temps. Genre ils m'ont regardé avec des gros yeux en mode ok. Et là, elle. Une ambition, c'est bien. C'est bien, c'est ce qu'il nous faut. Et ils m'ont dit mais tu connais les courts-métrages et tout. Et genre moi, j'ai jamais vu du court-métrage de ma vie, quoi, à part quelques petits courts-métrages de l'école des Gobelins. Et j'étais assez fan et tout. Et j'étais bon, je sais pas, court-métrage, ouais, c'est sympa, quoi, mais. Mais voilà, je voulais faire genre le voyage de Chihiro, quoi. Enfin... Tous les soirs, un plan par soir. C'est ça. Un plan par soir, allez. C'est ça. Et non, mais du coup, j'étais pas trop consciente en fait du métier de réalisation. Enfin, j'étais plus un peu en mode, bon, bah, je veux faire juste de l'animation, que ce soit un poste ou un autre. Et en fait, au fur et à mesure, quand je suis rentrée à l'école des Gobelins, je me suis rendu compte que j'étais pas très technique, que ça me plaisait pas trop le côté genre animation parfaite. J'y arrivais vraiment pas. Il y avait plein de gens qui étaient super forts, qui étaient vachement dans la veine de soit l'animation Gobelin très Disney ou alors au contraire très Japanime et tout. Et vraiment des gens ultra talentueux. Et moi, en fait, j'étais ni l'un ni l'autre. Donc, du coup, j'ai fait bon, en fait, faut mieux que je fasse plus des petits films un peu mal dessinés. Si je peux me permettre, vous deux, en fait, c'est trop marrant parce que du coup, moi, comme j'étais dans la classe de Charlotte, les premières fois que j'ai vu ses dessins, en fait, je les trouvais extrêmement sensibles et charmants. Je trouvais enfin, tu travaillais vachement la ligne et le graphisme. Et en fait, quelque part, ça m'étonnait pas que tu deviennes réalisatrice au final, que tu ailles justement faire une formation à la Poudrière. Et c'est marrant parce que du coup, je rejoins un peu sur vos deux styles qui ont justement un certain charme. C'est pas, on va dire que c'est pas technique comme un film d'Akira ou un DreamWorks, mais je sentais en fait cette atmosphère un peu arty, sensibilité graphique justement, et du coup pour Charlotte, je voyais déjà et pertinemment ça déjà dans tes carnets de dessin. Et pour Maï, en fait, pour l'anecdote, on avait regardé, par exemple, on avait dû faire l'exercice du quadrupède. Euh, et, euh, et, et en fait, après ça, il y a aussi un exercice de matière ou de style graphique, en fait. Ouais. Et celui de Maï, c'était de la broderie. Oui, ah oui, c'est ça, ouais. Et franchement, j'étais là, genre, oh, putain, mais c'est qui mais qui a fait ça et tout j'étais trop en admiration face à ça. Et je me suis dit, bah, c'est Mai Nguyen, elle a vraiment un aspect ultra graphique déjà dans sa tête. Et enfin voilà, elle fait déjà artiste, quoi. Et moi, je me suis dit, bah, c'est marrant déjà vos univers. Je sens un peu le côté un peu arty, mais aussi parce que je pensais que vous avez déjà cette identité-là. Enfin, toi, en tout cas, Mai, je pensais que tu avais déjà cette identité-là dès le départ. Et de savoir qu'en Non, fait, mais- t'as essayé de faire des trucs techniques et que t'y arrivais pas, je me suis dit, bah, c'est pas grave, tu vois, genre. Ouais. Bah, je crois que moi, j'avais l'impression d'être ultra scolaire, enfin, de ne pas être du tout, quand dire, calé techniquement. Enfin, quand tu rentres au Gobelin, en fait, t'es quand même face à des gens qui ont fait genre au moins 3-4 ans de prépa, d'école et tout ça. Et en fait, comme je sortais du lycée d'un bac à STI, en fait, à appliquer, c'était compliqué en fait pour moi de me trouver aussi une identité graphique et tout. Et je cherchais vachement en fait au Gobelin. Et ça faisait l'exercice du quadrupède, ça faisait un des trucs où genre, je m'étais vraiment éclatée.
Et à l'époque, c'était François Darras qui l'encadrait. Et en fait, il est aussi enseignant en fait aux Arts Déco. Et en fait, il me poussait vachement à aller dans ces trucs-là, vachement plus matière et tout ça. Donc, ouais, en fait, je pense que c'est aussi des bonnes rencontres. Dans ma classe aussi, il y avait Maëlys Valade qui faisait des trucs super. Il y avait Françoise Fluzito ou Brice Chevillard et Nicolas Tanet qui ont réalisé Monsieur Plat. Et c'est plein. Enfin, en fait, c'est aussi des rencontres qui m'ont nourri en fait. Et j'étais très jeune et je pense que ça a vachement apporté aussi à. Enfin voilà, ça m'a donné envie de trouver des choses chouettes quoi. Enfin, Ouais, d'accord. Ouais, c'est trop cool. Et du coup, donc vous avez dit, vous avez fait un peu le débrief de votre parcours après l'école. Et comment ça s'est passé? Comment est-ce que vous êtes devenue réalisatrice dans le sens, donc là, on connaît les projets que vous avez faits, mais est-ce que les projets de réalisation, ce sont des gens qui sont venus vous chercher ou est-ce que c'est vous qui avez fait des démarches pour devenir réalisation? Alors, Maï, tu disais ton court-métrage chez moi, donc tu avais fait un pitch à Annecy, c'est ça? oui, c'est ça. Ouais. Alors du coup, le court-métrage, en fait, j'avais commencé un peu à l'école et en fait, à l'époque, on devait faire un film de fin d'études qui dure 3 minutes. Ouais. Sauf qu'en fait, le pitch que j'avais écrit et le film que je m'imaginais en tête devait durer plus longtemps et du coup, en fait, je m'étais gardé en fait cette idée en tête pour plus tard. D'accord. Et quand je suis sortie d'école, j'ai tout de suite travaillé et en fait, quand j'avais du temps entre deux boulots, je me remettais dessus et je sais pas, j'ai un peu tenté le coup comme ça et je l'ai envoyé au Carrefour de la création, c'est ça? Je sais plus comment ça s'appelle. Du coup, ouais, à Annecy, j'ai eu le prix de la région Rhône-Alpes, le prix du festival d'Annecy. Je crois qu'à l'époque, ça coûtait dans les 11 000 € ou quelque chose comme ça. Le prix quoi et du coup en fait c'était un peu un tremplin en fait pour la production en fait de mon film après. Disons qu'en fait une fois que tu commences à avoir des validations, pas forcément des prix mais en tout cas des gens qui ont lu le projet et qui le valident en quelque sorte, en fait ça te motive aussi à continuer en fait à développer le projet et dire bah voilà, je commence un peu à avoir des financements, il faut que j'aille jusqu'au bout en fait. Et j'étais assez chanceuse en fait de tomber sur Papy 3D parce que c'était des producteurs. En fait, à la base, c'était un collectif de réalisateurs. Donc il y a Jérémy Clapin qui est dedans, en fait, qui était aussi intervenant à La Poudrière et que j'ai pu rencontrer en fait quand il venait à La Poudrière et du coup il m'a dit ah bah tiens si tu veux nous on n'a jamais fait ça, de produire des films de gens extérieurs mais comme je te connais un peu et je connais ton travail, tu es sérieuse et tout, en fait, on veut bien produire ton film en fait pour tenter une première fois. Et ça s'est très bien passé. Ils étaient ultra transparents en fait sur les questions budgétaires. Je gérais moi-même je regardais en fait les fiches de budget et tout, et je sais où va l'argent en fait. Donc ça me plaisait bien. D'avoir une transparence comme ça dans la production de mon propre court-métrage, je sais où va l'argent en fait de mon court-métrage quoi. Et donc après pour les culottés, tu disais tu étais déjà à côté de quelqu'un qui t'a proposé de faire du board et c'est ensuite que ils t'ont proposé la choréale, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. En fait, à la base, du coup, je faisais le board sur l'épisode de Annette Kellerman. Et du coup, c'était Sarah qui était aussi à La Poudrière avec moi. On a fait la même école et tout. C'est un peu un cercle d'amis et d'amis, hein, parce que du coup, on se connaissait aussi un petit peu avec Charlotte et un peu de loin. Et comme Charlotte et moi, en fait, on travaillait sur du board et je pense que c'est une étape assez clé aussi dans Culotté. Et vraiment, fallait vraiment réfléchir à la mise en scène. Faut chercher un peu des idées visuelles et ça c'est une grosse partie en fait de la mise en scène de Culotté et on était conscient en fait que c'était pas facile en fait d'aborder la mise en scène d'une série pareille. Et du coup en fait je pense que ça allait un peu de soi comme ça que pour la production que nous en fait ayant confronté aux problématiques de mise en scène, d'interprétation, de l'image et tout de la série qu'on devienne réel en fait de cette série. Parce que du coup Charlotte, toi tu as été aussi storyboardeuse avant avec Maï, c'est ça? Ouais, et ton comme storyboardeuse sur le projet?
Bah en fait moi c'était un peu... En fait moi je connaissais Sarah. En fait moi j'aimais vachement le boulot et tout et donc bonjour, on était amis sur Facebook. On m'avait recommandé moi j'ai aussi bossé pour TED. Elle m'avait recommandé en même temps que d'autres gens. On avait toujours un peu ce truc où on s'écrivait. Moi avec elle. Excuse-moi Charlotte, je te coupe, mais si tu peux rapprocher ton micro en fait. Pardon, vous m'entendez mieux? Ouais. T'es sûr que c'est branché à ton casque en fait? Ouais, attends, je vais voir. Donc, vous avez commencé storyboarder sur le projet, ça veut dire qu'en fait, quand vous avez commencé, il n'y avait pas du tout de réalisateur sur la série? Si, en fait, bah, c'était Sarah en fait, qui était réalisatrice sur la série. Ah ouais? Et en fait, elle faisait aussi le développement graphique enfin pas le développement, enfin l'adaptation graphique de la BD. Mhm. Et c'était elle qui vraiment proposait cette patte graphique qui est centrée, qui est un peu youpillée. C'était elle aussi qui voulait que la mise en scène soit un peu plus youpillée et un truc Ah, un peu plus d'accord, abstrait. ok. Ouais. Mais effectivement, elle voulait pas faire le storyboard en fait du pilote. Et du coup, en fait, c'est comme ça que moi je suis arrivée dessus et Charlotte aussi est arrivée sur le développement. Ok, donc en fait, c'était la réalisatrice du pilote, et ensuite Ouais. pour la série en elle-même, ça a été vous qui avez Oui. repris la flambeau. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Et enfin, c'est quelque chose qui est tombé comme ça sans prévenir, ou vous en aviez déjà discuté et, Bah, c'est quelque chose qui, en fait, après le pilote, bah, Sarah, elle voulait pas continuer. Enfin, elle a souhaité, parce que, enfin, pour des raisons personnelles, en fait, elle a pas voulu continuer, mais du coup, en fait, la prod s'est retournée vers nous, Ouais. comme on était déjà sur le bateau, quoi. Enfin, on va dire, dans le Ouais. bateau, et du coup, ouais, je pense que c'est un peu arrivé comme ça au fur et à mesure, je dirais. Ouais. Je sais pas, je pense que je sais pas trop comment te dire d'autres. Non, bah, c'était juste pour savoir à peu près. C'est sûr que c'est toujours, enfin, pas toujours, mais il y a des trucs comme ça où je me souviens, moi, quand on m'avait proposé de faire une BD de Mignon chez Spirou, c'était vraiment dans le mode. Il avait proposé à quelqu'un qui était dans la pièce et il avait dit: Oh non, j'ai d'autres projets à côté. Et comme j'étais la seule personne dans la pièce à côté de lui, ben, le réalisateur il s'est tourné vers moi, il a fait: Et toi, ça t'intéresse? Et j'ai fait: Ouais. Donc, des fois, c'est vraiment être au bon endroit au bon moment, quoi. Donc, c'est pas toujours un producteur qui vient nous chercher ce genre de choses. Enfin, après, il y a un autre moment où aussi, c'était un producteur qui avait une idée pour faire un film. Il avait un co-réalisateur et il cherchait un autre co-réalisateur. Et donc, à ce moment-là, il m'avait envoyé un mail. Je pense qu'ils avaient trouvé le contact sur LinkedIn. Ils avaient vu que je faisais un film en développement, un court-métrage. Et il m'a contacté comme ça pour savoir si je voulais venir co-réaliser. Et donc ouais, il y a plein de façons différentes en fait de comment ça se passe. Mais c'est rigolo, des fois ça tient à rien quoi. C'est juste t'étais là et puis c'est pas forcément toi qui es allé chercher le travail quoi. Est-ce que c'est mieux? Ah, là c'est mieux, là c'est nettement mieux, ouais. Yeah! Yes. C'était Les rires de l'extrême. Alors maintenant, je vais vous raconter ma vie. On peut enfin faire J'ai un tout vrai raté. podcast. Oh, C'est vrai. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? J'ai tout raté. Comment est-ce que t'as été embarqué sur... Ouais, voilà, c'est ça. ça. Donc comment ça s'est passé en fait ton recrutement en tant que réalisatrice, co-réalisatrice? Alors oui, en fait, moi j'ai écrit à Sarah en lui disant que j'avais vachement envie de bosser sur Culotté et en plus j'avais beaucoup envie de bosser avec elle. Et en fait, c'est arrivé au moment où il fallait quelqu'un d'autre pour faire des boards en fait. Du coup, moi j'ai passé un test, mais je crois que j'ai été une des seules en fait à passer un test. Vu que ça s'est bien passé, ils m'ont gardé. Et j'ai boardé 3 épisodes pour le développement avec Maï pour valider les 6 premiers épisodes de board pour France Télé. Et en fait, c'est un peu comme ce que disait Maï, c'est qu'en fait, il y a vraiment eu ce truc où on a commencé à bosser à deux. Sarah, elle était en train de faire le pilote à Angoulême et elle avait pas forcément envie de continuer. Et du coup, en fait, ils ont proposé à Maï de faire la réal. Et Maï a rebondi en proposant qu'on le fasse plutôt à deux. Sachant qu'au début, moi, j'ai dit non et j'ai dit à Maï, mais si tu veux, je fais ton assistante réal, mais j'ai trop peur. Du coup... Mais en fait, c'est marrant parce que j'ai écouté l'interview de Benjamin Renner sur Esquisse. Et j'ai quand même l'impression qu'il y a énormément de projets où les réals se retrouvent réals. Pas par hasard ou parce que c'est une évidence, mais il y a un peu un truc où j'ai l'impression que tu prends un peu le projet à cœur
tu prends le truc, enfin je sais pas, il y a une manière dont les gens s'investissent. Moi je sais que des fois je me suis retrouvée à superviser des trucs parce que j'étais en train de gérer des trucs qu'on m'avait pas demandé de faire, quoi, et parce que tu prends un peu le truc à cœur, quoi. Et j'ai l'impression que Culotté c'était ça, on s'est vachement laissé entraîner par le projet parce qu'on aimait trop le projet, quoi. Je pense Non, que mais je sais ça pas, arrive à tout je sais pas le monde, comment tu ça. le vois, Maï, mais moi je l'ai vu comme ça en fait. J'ai demandé à Rainer qui est à côté de moi, mais tout le monde cite Rainer. Le fameux Rainer. Non mais c'est vrai, ouais. Au bout d'un moment, on aura cité tout le podcast, tu sais, tout son interview. Parce que je l'ai écouté parce que vous en avez parlé justement. Mais oui, effectivement, Charlotte, j'ai l'impression qu'on en parlait justement dans... Je sais même pas si on en parlait d'ailleurs précédemment avec Nolan, c'est que... en fait, souvent C'est quand avec Steven. Hein? C'est ça que tu vas dire. C'est avec Steven. C'est avec Steven. Bah... Ouais. Et non mais le truc c'est que quand tu t'investis, quand tu commences à travailler sur quelque chose qui te prend à cœur en fait, alors que ça devrait être une simple commande, en fait tu t'investis tellement que au bout d'un moment tu considères ce travail-là comme limite comme un projet personnel, alors que ça devrait pas être le cas. Du coup comment dire, tu fais des heures sup alors que t'es pas censé le faire, tu y réfléchis beaucoup trop et ça te prend émotionnellement et personnellement trop en fait, et en tant qu'artiste c'est extrêmement difficile de faire la part des choses justement quand... Ouais, Après, il y a un truc aussi où ça appuie un endroit où il y a déjà une envie, tu vois. Moi, par exemple, j'avais bossé 2-3 ans à Folimage à faire de la série jeunesse. Enfin, j'avais bossé sur Ariol et sur les Cahiers d'Esther en décor. Et là, t'as un truc où tu fais une série qui est féministe, qui est plus ado-adulte, où c'est pour France Télé. Moi, j'avais bossé avec eux en sortant de l'école, j'avais trop envie de rebosser avec eux. Et moi, je sais que mon inquiétude, c'était plutôt de me dire, mais plus jamais on va me proposer ça, en fait. Enfin, il y a ce truc-là aussi, parce que des fois, parce qu'en effet, ça te parle créativement, et puis t'as envie parce que t'es un artiste, créativement, t'as envie d'être motivé, quoi. Et en fait, je me suis dit aussi en termes de projet, mais je sais pas quand... Peut-être que Culotté, ça va ouvrir vers d'autres projets similaires en anime, grand public, on va dire grande écoute, parce que ça passe sur France 5. Moi, il y a vraiment eu ce truc-là. Je me suis dit vraiment, en fait, à quel moment on va me reproposer ça, quoi. De faire un projet comme ça. Je pense que honnêtement, les Culottés, c'est vraiment le projet qui va... Moi, je pense que ça va vous propulser, quoi. Et limite, j'ai envie de dire, mais ça se trouve, vous allez pouvoir faire votre long métrage. Les gens vont vous appeler. Moi, j'ai commencé un plan par soir. J'ai contacté Miyazaki avant ça. Miyazaki, attention à toi, on arrive. Le producteur Suzuki a fait un appel à Charlotte et Maï en disant, je vous prends. Le prochain Ghibli, ça sera vous. Retraite, je vais refaire des longs métrages. J'ai trop peur. Ah non, mais c'est l'enfer. Ah non, mais c'est long un long métrage en plus. Enfin, en fait, en termes de... Il y a aussi un truc que Culotté, on savait qu'on allait aller au bout, tu vois. Moi, en fait, j'ai fait plusieurs projets où j'étais plus auteur, où on avait plus fait de la créa. Tu dépasses pas l'étape du pilote, du teaser. Là, tu sais que Culotté, il y a le budget, il y a les producteurs, il y a le diffuseur. Enfin, je sais pas, c'est un truc où tu sais que tu vas aller au bout. Parce qu'en fait, il y a aussi plein de fois où tu te lances dans des trucs et tu mets beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et en fait, tous les projets ne marchent pas, il faut en commencer plein pour qu'il y en ait un qui arrive à bout. Mais Culotté, c'était vraiment sur des rails, quoi. Enfin, il y avait ça aussi qui était rassurant, en fait, je pense. Ouais, et puis il y a des projets que on finit pas forcément, surtout quand on est tout seul, mais à partir du moment où on a une équipe, t'es un petit peu obligé quelque part de faire quelque chose de fini, enfin de faire quelque chose parce que l'équipe elle est là et qu'ils se sont investis eux aussi, et en plus si tu as eu un budget, tu as aussi payé, donc quelque part ça force à avoir un produit à la fin, quoi. Puis ça te porte aussi, hein. Ouais, ça te porte le travail d'équipe. Et d'ailleurs, transition. J'étais en train de relire les anti-sèches. Ne me remercie pas pour cette transition. Du coup, le boulot de réal, donc comme j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais la première fois que j'ai bossé à Guff avec Pierre Coffin, le réalisateur des Mignons, Moi Moche et Mochon et tout ça, je lui avais demandé à peu près comment ça se passait son boulot, et il m'avait répondu que le boulot de réal, pour lui, c'était quand même genre 80%, c'était du social, c'était gérer l'ego des gens et gérer des équipes.
Donc c'est ça qui est assez étonnant, c'est-à-dire qu'on veut raconter des histoires et d'un autre côté, ben, il y a aussi le côté humain du métier, quoi. Alors comment ça s'est passé, vous, la première fois que vous avez eu une équipe à gérer, du travail à donner aux gens, etc., et prendre des décisions? Comment ça s'est passé, votre relation avec ces gens-là? En fait, moi, j'ai l'impression que il y a effectivement la question de la relation humaine. Et en fait, en y réfléchissant l'autre jour, en fait, je me suis dit qu'il y a aussi la question de gestion du temps et un peu de l'argent aussi, on va dire. Que nous on maîtrise moins, c'est plus le côté prod et tout, mais on est un peu, on jongle un peu entre la question humaine, enfin l'équipe, et en fait la question du temps, donc le planning, et la question budgétaire, en fait, donc les sous diffuseurs, producteurs et tout ça. Et ça, c'est le boulot de gérer tout ça en même temps? Disons qu'il faut que, artistiquement parlant, on trouve des solutions pour que ça colle. Pour faire un peu le point, en fait, faut faire le pont, en fait, entre tout ça. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on est un peu des architectes et qu'on doit construire une maison pour France Télé. On est un chef de chantier qui prend l'eau. C'est comme les chiens dans la maison en feu, là. Et en fait, c'est un palais. C'est un palais qu'ils veulent construire et nous, on n'a que 3 briques. On n'a que des Lego, comment on fait? Du coup, on a fait un dessin de la maison. Non, mais... En fait, c'est vrai que sans trop du côté blague, en fait, je pense que l'idée, c'est que nous, comme on était dans une économie de série, mais avec une créativité où t'as pas de réhute, tu changes de personnage à chaque épisode de Culotté, en fait, il fallait que nos briefs ils soient hyper précis. Pour qu'en fait la V1 soit la plus proche de ce qu'on voulait. Et c'est vrai qu'après, le gros enjeu que t'as, c'est les retakes que tu donnes ou pas. Ça, c'était un peu l'enfer parce qu'en fait, c'était hyper dur à chaque épisode de savoir ce qu'on voulait parce qu'on changeait d'univers, on changeait de caractère de personnage et tout. Donc en fait, dans l'idée de la gestion du temps, pour moi, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est ta gestion artistique de ce que tu demandes aux gens de créer dans le temps qu'ils ont. Et après, ta gestion de retour. Parce qu'en fait, s'il y a du retard... c'est ta faute si t'as donné trop de retake et qu'il y a trop de retard, c'est toi qui les as donnés, quoi. Donc il y a aussi, en fait, quand on faisait le storyboard, moi j'ai trouvé cette phase-là assez compliquée de travailler avec des storyboarders, parce que de un, en fait, étant déjà bordeuse moi-même sur d'autres prods où je travaillais avec des forfaits et tout, je savais que c'était assez compliqué, quoi. Et en fait, maintenant, quand tu passes réel, en fait, tu es assez conscient, en fait, de cette problématique-là et tu te dis, j'ai pas envie que les gens qui bossent avec moi, en fait, revivent la même chose que moi, ce que j'ai vécu, en fait, en tant que bordeuse. Et que, en fait, quand on recevait, en fait, une version du storyboard, en fait, souvent, on mettait une journée ou deux pour trouver des nouvelles idées pour, quand on a des retakes, on peut pas juste dire, refais, refais mieux. Et du coup, en fait, ça peut pas être comme ça, tu vois. Faut trouver des idées, faut dire ça marche pas, et peut-être tu peux aller vers ça. Cette scène ne marche pas, il faudrait trouver une autre idée. Et des fois, en fait, on devait quand même carrément modifier en fait la scène scénaristiquement parlant. Et du coup, en fait, ça tombait pas du ciel comme ça. On devait tourner autour du pot et on devait tester différentes versions pour trouver en fait la bonne version. Je pense que vous êtes assez conscient de cette problématique-là. Et en fait, c'est vrai que quand t'es réel, en fait, t'as pas la réponse comme ça. Ça, c'est dur. Tout de suite, quoi. C'est pas quelque chose qui va tomber du ciel d'un coup, genre poum. C'est la petite magie, la petite ampoule, quoi. Et du coup, c'est ce temps-là aussi qui est assez précieux et en fait qu'on prend jamais en compte en fait dans une fabrication, dans une production où t'as que des tableaux Excel. Et j'ai l'impression que ça c'est assez compliqué à trouver en fait comme équilibre en fait. Et ça c'était compliqué. Du coup en fait ce qu'on a trouvé comme solution c'est que on proposait à nos storyboarders de démarrer plusieurs épisodes en même temps. Wow. Le temps en fait qu'on trouve en fait des idées, de retake et tout ça en fait du coup on faisait tout un peu en décalage et ça nous faisait beaucoup de boulot en fait en permanence en fait. Fallait pas qu'il y ait des trous techniques quoi. Ouais, c'est des trous techniques parce que j'imagine que effectivement le temps de trouver une idée, quand tu vois qu'il y a un truc qui va pas forcément ou qu'il manque quelque chose et que l'idée elle vient pas tout de suite,
Et ben, la personne le storyboarder, il est quand même engagé, il est payé, donc faut rentabiliser un peu. Et donc envoyer plusieurs débuts de storyboard ensemble, c'était l'une des solutions, c'est ça? Bah, en fait, c'est qu'après, leurs épisodes, c'était des 3 minutes 30. Enfin, un peu moins, 3 minutes du coup, sans les génériques. Et donc, l'idée, c'est qu'en fait, ils faisaient une V1 en 3 jours. Donc, une première passe surtout. Et après, par exemple, ils faisaient les retakes de l'épisode d'avant. Ah oui, d'accord. En fait, l'idée, c'était ça. C'était que nous, ça nous laissait du temps de réfléchir. Eux, ça leur fait pas trop de trous. Mais ils ont eu des trous de prod. En fait, le souci, c'est que au début, on a commencé avec trop de borders. Je pense que c'était un des soucis. Et en fait, je crois qu'on avait tablé sur 6 borders. Je crois qu'à la fin, ils étaient plutôt 3-4. Parce qu'après, il y en a eu qui étaient plus disponibles et tout. Enfin, ça s'est un peu équilibré comme ça. Et en fait, le temps de board, on devait faire tous les épisodes en 3 mois. Alors qu'on avait presque mis autant de temps pour faire les 6 premiers, quoi. D'accord. Et donc, je pense qu'il y a eu un truc où nous, on s'est retrouvés... Parce que l'air de rien, dans Culotté, t'as des trucs de mise en scène qui reviennent. Mais en fait, tu peux l'utiliser 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis au bout d'un moment, il faut trouver des nouveaux. Et en fait, les derniers, ils ont été extrêmement durs à sortir, en fait. Les derniers boards... En fait, il y a un moment, on a arrêté... Du coup, on n'avait plus le budget prévu pour les borders. Et c'est nous qui avons fini tous les boards avec les retakes de la prod et les éventuels retours de France Télé ou de notre autre producteur Arnaud. Et Pénélope aussi, qui les regardait. Et le truc, en termes de temps, c'est que c'était pareil. Ce temps n'avait pas été prévu. Donc on s'est accommodé de le faire et des fois on se retrouvait le soir à partir de 5h, tu te remets sur ton board, quoi. D'un épisode que t'as lâché il y a 3 mois. Et genre c'était l'enfer, quoi. On a mis énormément de temps à les finir, les derniers. Oh là là, Alors qu'en fait on n'était pas loin à chaque fois, hein. Franchement c'était juste, tu vois, tu remets de l'huile dans les rouages, tu relises des plans, tu changes des dialogues. Mais en fait, ça, c'était surtout le fait que, en termes de mise en scène, vous avez l'impression d'avoir déjà réutilisé cette même recette plusieurs fois. Du coup, vous vous empêchez justement de la réutiliser pour la 100e fois, admettons, pour trouver autre chose. Il y a ça, et puis les histoires étaient différentes, donc les problématiques étaient différentes. Donc en fait, il y avait aussi des problématiques liées à l'histoire elle-même. Et du coup, ce qui a aidé à la fin, parce qu'on avait commencé la fabrication en plus. Et en fait, quand tu commences une fabrication, tu mets tout en place avec les chefs d'équipe, avec les gens, c'est hyper chronophage. Et ça te prend vachement d'énergie. Et en fait, ce qui a fini le truc, parce qu'on en a parlé à nos productrices, on leur a dit, là, on s'en sort pas, on n'arrive pas à les finir ces épisodes, on est trop sollicités. Et en fait, on s'est fait une retraite chez Maï à Paris, parce qu'on était à Angoulême. Et en fait, on s'est isolés toutes les 2 une semaine, et on a bossé. Après, les prods sont venus nous voir, on a débriefé. Et on a réussi à les finir à ce moment-là, en fait. Ah là À peu près. Mais en fait, c'est parce que quand t'es avec les gens, en fait, t'as envie de les aider, t'as envie de trouver des solutions, t'es sur tes briefs animes. T'es sur la partie artistique, sur la partie technique, quoi. Tu peux pas... En fait, c'est très difficile de... En plus, nous, notre journée type de réal, on devait jongler entre 5 épisodes différents sur 5 étapes différentes. Et le soir, on se remettait sur nos bornes et on était rincés, quoi. Le soir à 18h, Charlotte et Maï cherchent des idées de board. C'est pas les meilleurs qu'on a eu. Hein. Moi, j'ai des gros ratages de board. Ça me rappelle trop des trucs pareils sur le court-métrage que j'ai fait, Sam, où il fallait faire le travail manuel, c'est-à-dire le board, les couleurs, etc. Et ensuite, quand il y avait quelqu'un qui avait un problème, il fallait sortir de ce que tu faisais pour aller te mettre dans ce que lui faisait, savoir si ça marchait, si ça marchait pas. Si ça marchait pas, trouver pourquoi ça marchait pas et ce qu'il fallait faire ensuite. Et ensuite sortir de ça et retourner dans toi ce que tu allais faire. Donc tu avais doublement du travail, mais il y avait un impact aussi... sortir d'un truc pour re-rentrer dedans après, ça prend du temps aussi en fin de compte. Clairement. Donc tu peux pas, dans les 5 premières minutes où tu te remets dans ton truc, t'es pas à fond comme tu l'étais une demi-heure avant, quoi. Donc il y a ça à prendre en compte et ça fait partie de switcher comme ça de plein de tâches différentes et en plus des interactions sociales avec les gens de ton équipe. C'est quand même difficile, quoi. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir des bons chefs de poste qui te filtrent les choses. Et moi, c'est marrant, je me suis retrouvée sur plein de prods où moi j'ai l'impression que limite dès qu'il y a plus de 2 personnes, nous on a eu ça en layout, il faut que tu aies un chef ou un référent en fait. Parce qu'en fait le truc c'est que quand les gens te sollicitent, c'est pas... En fait c'est qu'ils veulent faire bien, ils veulent faire exactement ce que tu veux ou ils veulent aller vite. Ils ont ce souci-là aussi pro, tu vois, de faire bien et tout. Et donc en fait le truc c'est qu'en effet toi ça te sort de ton truc et en même temps si tu réponds pas à la question tu vas peut-être passer à côté de quelque chose aussi, donc
Je pense que l'idée d'avoir des bons chefs, et nous, ce qui nous a sauvés aussi, c'est que je pense qu'on a eu un assistant réel un peu tard. Et je pense que ça aussi, c'est un truc. Moi, j'ai été sur une prod sur Ariol. Bon, c'était une grosse équipe, on était presque 50, mais il y avait 2 assistants réels. Ah ouais, cool. Et en fait, c'était pas. Enfin, il y en a. Le deuxième, il est arrivé plus tard dans la prod, mais en fait, c'était pas. En fait, non, je veux le dire le truc inverse. Enfin, c'était assez en fait. Même nous, à la fin, on a eu une seconde assistant réel. À la fin, quand il a fallu sortir les images aussi pour le marketing, faire le tri des fichiers et tout. Parce qu'au début, avec Maï, on se retrouvait à tout faire. Et en plus, on culpabilisait d'être en retard. Parce que nos chefs d'équipe commençaient à être sous l'eau aussi. Donc en fait, il y a un truc où, au bout d'un moment, ça s'accumule, quoi. Et nous, ça nous a tellement soulagés, quoi. Enfin, vraiment, tous ces trucs qui en plus te demandent d'être concentré. Tu vois, de faire ton brief, de copier des trucs dans des fichiers, de copier ton brief dans les scènes, tu vois, des trucs comme ça. C'est tout bête, mais en fait... Non, mais c'est clair. Et le fait comment dire, de savoir, entre guillemets, parler aux gens, c'était naturel pour vous ou vous avez dû avoir un Non, apprentissage? on est très méchantes. Il y a eu un filtre aussi, il y avait quelqu'un. C'est Charlotte qui parle aux gens et moi je. On fait good cop, bad cop. C'est vrai? Non. Non, mais je pense que Charlotte était plus à l'aise, en tout cas, avec les gens, et moi j'étais moins à l'aise, et du coup. J'ai l'impression que en général, quand je vois des duos de réalisatrices, en fait, j'ai l'impression qu'en vérité, il y en a toujours un ou une qui a forcément le job d'être celui qui va transmettre en fait le message, parce qu'il serait ou elle serait plus sociale ou ce genre de choses en fait. J'ai l'impression que c'est ce qui tient en fait un équilibre dans un duo, on va dire. Après, Moi ce qui a aidé, j'étais c'est que... seulement sociable qu'avec des chiens, donc du coup ça marchait pas trop. La prochaine fois, on voit un chien et avec un On a message. mis des oreilles aux gens des équipes. Non, mais en fait, le truc, je pense, qui a aidé, c'est aussi que je connaissais pas mal de gens sur la prod, en fait. Où j'avais genre des gens que j'avais croisés de loin ou quoi. Donc, en fait, je pense que c'était plus simple. Même pour les boards, j'avais 2 très bonnes copines qui étaient bordeuses. Il y avait Geoffroy aussi, que j'avais déjà rencontré à Valence. Donc, je pense qu'il y avait aussi un truc, c'est que j'avais eu un contact avec les gens avant. Ouais. Après, pour le relationnel, malheureusement, tu fais des erreurs, quoi. Enfin, le truc, c'est que... Par exemple, toi, tu parlais d'ego. Moi, par exemple, je trouve qu'on n'a pas eu de problème trop d'ego sur la prod, mais plus de... En fait, qu'est-ce qui touche quelqu'un? Par exemple, quelqu'un va avoir aucun problème à ce que tu fasses une retake sur son dessin, mais il y a vraiment l'art et la manière de le faire selon les personnes. Exactement, ouais. Et à quel moment tu le fais? Parce qu'il y a aussi le truc, c'est que l'air d'un, comme on est dans des boulots créatifs, bah, ce que tu vis dans ta vie personnelle influe vachement, des fois tu le sais pas. Ouais, Et ouais. en fait, le truc, c'est que les prods, c'est long, ça dure presque 1 an quand même. Et Il se passe je pense des choses. ouais, et je pense que c'est compliqué pour ça pour nous, parce que enfin, moi je sais que j'ai été maladroite, des fois tu t'énerves pour rien, des fois t'es peut-être pas assez ferme non plus quand il le faudrait. Ouais. Euh, Ouais, exactement. Bah, il y a c'est vraiment des ça, quoi. trucs En plus, sur une prod, tu as une équipe, si ça dépasse 5-10 personnes, tu vois. Enfin, même ça, 5-10 personnes, c'est déjà beaucoup à gérer. Et il faut savoir que tout le monde est différent. Et tu vas bosser avec des caractères qui sont des fois hyper cool, hyper simples et qui te comprennent vraiment tout de suite. Et tu vas des fois devoir bosser avec des personnes que tu connais peut-être moins, mais qui sont aussi, qui sont plus, qui vont prendre plus un côté directif. Et à un moment donné, il y en avait un, je lui avais demandé de faire un truc et il m'a dit non, non, c'est pas bien de faire ça et tout. Puis comme il s'y connaissait mieux en ce qu'il faisait, moi je le laissais faire et tout. Et maintenant que j'y repense, même après, tu vois, je me suis dit, est-ce que j'aurais dû mettre un point là-dessus et lui demander de vraiment le faire? Parce que du coup, moi je me suis laissée un petit peu diriger pour ça. Et c'était difficile de gérer parce que c'est vrai que d'un côté, tu es le réalisateur, donc tu dois prendre une décision. Et d'un autre côté, faut aussi savoir que tu connais pas tout et que par exemple, tu as des domaines comme la musique ou le son ou même l'animation. Enfin, moi, je suis pas animatrice. Faut réussir à se fier aussi aux gens de ton équipe. Et donc, jongler avec ça, c'est pas évident non plus, je trouve. Et est-ce Non, que vous avez... pas trop. Ouais. Pardon. Ouais. Non, vas-y, Maï. Non, en fait, j'allais basculer en fait sur le truc où on avait mis en place en fait le point hebdomadaire avec les chefs d'équipe sur Culotté, mais un peu tardivement. Et ça, je pense que ça aurait été
bien en fait de le faire dès le début parce qu'en fait quand on démarrait la prod, comme Charlotte et moi en fait on n'était pas sur le pilote, on connaissait pas vraiment la problématique de la fabrication. Enfin on connaissait les problématiques de la mise en scène mais pas forcément de la fab, comment on allait aborder l'anime, l'emplage, la colo et tout ça. Et du coup, en fait, on le découvrait un petit peu sur le tard, en fait, en démarrant en fait la production, quoi. Et on n'avait pas assez bien réfléchi en fait à comment on allait créer techniquement cette série, enfin plus comme une série et pas comme un court métrage, on va dire. Ouais. Donc en fait, au début, on n'avait pas du tout de rig en fait de personnages, alors que c'est une série qu'il faut aller vite et tout. On a moins de temps que sur un court métrage ou un long métrage. Et ça, en fait, ça avait posé de problème parce qu'en fait, au bout d'un moment, les équipes étaient sous l'eau. Enfin, ils pouvaient plus en fait remplir leur quota. Et ça a créé énormément de stress en fait au sein de l'équipe. Et en fait, comme on n'avait pas de réunion, du coup, les informations remontaient pas forcément. On avait l'impression que ça avançait, mais en fait, ils étaient pas bien et en fait, personne n'en parlait. Et au bout d'un moment, en fait, il y avait quelqu'un qui avait pris la parole dans l'équipe et qui nous avait fait part en fait de cette info-là que l'équipe se sentait toujours en retard et ils se sentaient trop mal en fait d'être tout le temps en retard et tout ça. Et du coup en fait suite à ça on avait effectivement lancé en fait des réunions hebdomadaires et puis on a aussi demandé à des gens en fait de devenir chef d'équipe et tout pour justement gérer ce travail-là de faire remonter les informations. Et ça, c'était hyper important en fait dans un travail de production en fait sur un projet qui soit petit ou pas. En fait, faut des points en fait avec des gens parce qu'en fait, si tout le monde est un peu au même poste, au même niveau, en fait, on peut pas savoir. Enfin, c'est très difficile en fait. Des fois, on allait voir les gens et ils nous disaient ah non ça va et tout. Mais en fait, au fond, ça allait pas quoi. C'était. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est quand même assez récurrent, enfin, sur beaucoup de prods, quoi. L'équipe on a beau essayer de ménager un petit peu les graphistes, à un moment donné, il y en a qui vont se sentir, comme tu dis, que ça n'allait pas. Dérouté un peu. Ouais. Bah, c'est vrai qu'en plus c'était très bizarre parce que c'était assez différent selon les postes. Et en plus on a eu un peu des changements d'équipe, enfin on a des postes qui ont un peu glissé. Parce qu'en fait ce qui était très compliqué c'était les étapes intermédiaires entre les étapes. Genre qui c'est qui prépare les scènes, tous ces moments-là. Et en fait au début chaque équipe s'était retrouvée avec des choses qui n'étaient pas censées être leur travail. Genre créer les scènes flash ou alors renommer les calques, les retrier un petit peu à la fin d'une étape pour que les suivants ce soit agréable et tout. Par exemple, moi, quand j'étais à Folimage, il y a des gens qui bossaient à temps plein pour faire de la prépa plan, quoi. Ouais. C'est ultra chronophage. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y avait aussi plein de frustration à ce niveau-là en fait, t'es animateur et t'es pas en train d'animer, quoi. Enfin, il y a vraiment ce truc-là où... ça, c'est des trucs que j'ai vu dans pas mal de prod, en fait, ça. Tous ces temps morts. Est-ce que c'était des petites prods ? Est-ce que c'était des... non, moi c'était sur Ariol, on était une cinquantaine et sur les cahiers des stars aussi, il y avait des gens qui s'occupaient de ça. Enfin, il y avait des trucs qui avaient été automatisés. Enfin, du coup, il y avait des gens qui bossaient. On avait 2 directeurs techniques qui étaient un peu à cheval sur les projets, qui s'appelaient Marc et Benoît. Et il y avait Martin aussi. Et en fait, leur boulot, c'était d'essayer de trouver des trucs pour soulager les gens et automatiser. Et c'est pareil, on a eu quelqu'un qui s'appelait Rachid, que notre productrice exécutive, c'était un ami à elle qui faisait du code, qui nous a développé un plugin spécifique à Culotté, avec des boutons spécifiques aux outils qu'on avait besoin. Ça, c'est fou, ça. Et c'était trop bien, en fait. Et c'était fou parce que je pense, on l'a rencontré du coup il y a pas longtemps parce qu'il est en Belgique, il est à Bruxelles, quand on est allé dans un festival. Et en fait, ce qui était dingo, c'est que lui, le temps qu'il a passé en termes de temps de travail pour coder ça, c'était infime par rapport au temps et à l'énergie que ça nous a demandé. Enfin, pour vous dire, au début, on faisait des exports pour les bout à bout. On les faisait nous-mêmes avec Maï. Il fallait littéralement passer l'après-midi devant ton ordi à faire les exports. Et là, on appuyait sur un bouton, on allait manger, c'était fait, en fait. Enfin, et en fait, le truc, c'est que quand tu le fais, tu sais, tu rentres dans un truc où tu dis ah non, mais il n'y a que comme ça que ça peut être fait. Il n'y a que comme ça que cette tâche peut être faite. Je ne peux pas aller plus vite. Et il y a eu ça pour plein de trucs. Et je pense que c'est aussi le truc que, comme nous, c'était nouveau de faire de la réal, on avait plein de trucs à gérer autre que ça. Et toi, t'es un peu déjà la tête sous l'eau de tout ce que t'as à gérer artistiquement, créativement. Et en fait, des fois, et justement, c'est le truc de cette réunion hebdomadaire, c'est qu'il y a eu des trucs où tu t'es dit, ah, en fait, il y a un peu tout le monde qui a le même genre de problème. Pas au même niveau, mais genre, tout le monde a ce petit truc qui fait que son poste
est chiant parce qu'il fait cette tâche-là qu'il ne devrait pas faire. Et pour la colo, c'est ça, pour l'anime, c'est ça. Et en fait, il y a eu des sons de cloche un peu... Je crois que c'était à peu près au bout de 3-4 mois de prod. Il y a eu ça. Et en fait, ce qui nous a beaucoup aidé aussi, c'est qu'on a eu une aide de médias européenne en cours de prod, qui a permis aussi de vachement soulager parce qu'on a pu un peu rajouter des jours de quotas sur les épisodes. Parce qu'en fait, on a réussi à faire 1 ou 2 épisodes dans les quotas qui avaient été prévus au début. Mais en fait, c'était un peu... Pas un coup de chance, mais c'est qu'en fait, la mise en scène, plus le style du personnage, il y avait un truc qui faisait que ça avait été possible. Et en fait, on sentait le truc que je crois qu'on a rajouté 8 jours hommes par épisode en anime. On est passé de 40 à 48. Et ça a tellement soulagé parce qu'en fait, à la fin, on a réussi à tenir ça à peu près, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Et d'ailleurs, on avait dit qu'on ferait les questions un peu après, mais là, il y en a une qui est très en rapport avec ce que tu es en train de dire. C'est Radinoir qui dit: est-ce que ce genre de problème peut être anticipé en amont? Et si oui, pourquoi ça n'a pas été fait? L'absence de chef à chaque poste, le fait qu'il n'y ait pas de réunion, tâche qui échoue pas aux bonnes personnes, plugin tardif, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait eu moyen d'éviter tout ça? Alors moi, j'ai envie de dire non spécifiquement pour cette prod parce que c'est des gens qui avaient jamais travaillé ensemble. Et moi, j'ai énormément senti la différence d'arriver dans une boîte comme Funimage qui a des années d'ancienneté, de gens qui travaillent ensemble, qui connaissent les logiciels, où il y a des postes définis, les gens se connaissent bien. Donc il n'y a pas ce truc, tu sais, où tu sais pas trop avec qui tu travailles, faut trouver un terrain d'entente et tout. En fait, j'ai l'impression que chaque prod s'ajuste en cours de route. Après, ce qui a été bien, c'est que nous, ce qui a été compliqué, c'est que souvent, c'est arrivé par des moments où les gens allaient pas bien, parce que je pense que comme les gens étaient peut-être plus jeunes, ils ont peut-être plus gardé pour eux, et ça a peut-être mis plus de temps à remonter. Après, on a changé les choses assez vite aussi. Le plugin, ça s'est fait assez vite, c'est arrivé tard, mais après, ça s'est fait assez vite. Et je pense qu'il n'y a pas de prod idéal à ce niveau-là, parce qu'en fait, tout est nouveau, en fait. Enfin, à chaque fois, souvent. C'est ça. Il faut d'abord inventer, et ensuite, quand on a un rythme de croisière, on peut faire avec. Et d'ailleurs, par rapport aux gens, donc à l'équipe avec qui vous bossiez, c'était vous qui étiez en charge du recrutement, ou comment ça s'est passé? Est-ce qu'on vous a donné des personnes à travailler avec, ou est-ce que vous avez pu choisir ou recommander des gens que vous connaissiez? Sur la partie de Fab, on a fait un recrutement. Et après, pour le musicien et les scénaristes, en fait, ils étaient déjà là, en fait, et c'était aussi la prod qui les a fait venir, en fait, sur la production, en amont, en même temps que nous et tout. Donc, voilà. Mais ouais, en fait, sur la partie le recrutement, moi, je connaissais pas trop de gens, mais je crois que Charlotte, toi, tu connaissais plus de monde, en fait, sur l'équipe d'Angoulême. Oui, en fait, c'est que moi, là-bas, je suis angoumoisine. Enfin, j'ai pas mal déménagé petite, mais j'ai passé mon bac à Angoulême. Donc, j'y retournais souvent, en fait, et j'ai rencontré pas mal de gens de l'AMK. J'ai eu un de mes premiers tafs, c'était au Poisson Rouge à Angoulême. En sortant d'école, c'était à Angoulême. Donc, en fait, j'avais pas mal de gens du réseau, soit d'amis, soit d'AMK que je connaissais, ou de l'atelier aussi. Donc, c'est vrai que quand moi, je recevais les CV, il y avait des gens que je connaissais. Après, c'est pas pour ça qu'on les prend. Mais disons que... En fait, ce qui était cool, c'est que nous, en fait, on a recruté toutes les personnes pour le développement, tous les gens pour la pré-prod, et après, dès qu'on a eu des chefs de poste, c'était avec les chefs de poste. D'accord. Donc nous, on faisait quand même un premier tri, en fait. Mais en fait, on a pratiquement pas présélectionné pour les tests, en fait. On avait vraiment envie que les gens puissent faire les tests. On a eu beaucoup de gens qui étaient assez jeunes. On avait vraiment envie que les gens puissent s'exprimer, passer le test et voir si ça marchait, parce qu'en fait, il y avait des gens qui sortaient d'école qui étaient super et qui ont super bien bossé sur la prod. Et après, du coup, à partir de ça, souvent, on allait avec tous les tests et avec le chef de poste et on lui dit, nous, par exemple, on a repéré ça, telle personne, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. C'est important le casting, je trouve, parce que c'est vrai qu'il y a des gens avec qui tu travailles et ça se passe vraiment super, super bien. Et il y a d'autres gens qui vont peut-être être moins impliqués sur le projet. Donc, moi, je sais en tout cas que sur le rêve de Sam, il y avait plusieurs animateurs et il y en avait certains ils étaient très bons techniquement. Mais à un moment donné, on a recruté, peut-être vous connaissez un animateur qui s'appelle Sébastien Rouxel. Ah, Seb. Ouais, c'est le fameux. Et en fait, je crois que ça me dit quelque chose. Je crois que je l'ai rencontré, mais il était au Gobelin, non? Ou Ouais, il était il a fait les Gobelins. Il était au Gobelin l'année au-dessus de moi, en fait. Ok. Ah ouais.
Il était Il super est extrêmement fort. Il est Ouais. extrêmement fort. Et surtout, en fait, Un breton. ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que il avait une sensibilité qui se rapprochait en fait du film que je voulais faire, et une sensibilité qui se rapprochait de la mienne. Et la première scène qu'il a faite avec ma productrice, on s'est appelé tout de suite. On était là, ah là là, mais c'est lui qu'il nous faut pour tout le court métrage parce qu'il a, il a vraiment extrêmement bien compris les personnages trop bien. et j'avais vraiment pas. Enfin, je briefais souvent les gens, mais lui, j'avais pas beaucoup besoin de le briefer. Je lui disais juste à peu près ce qui se passait dans la scène et tout. Et son acting, il était parfait, quoi. Alors qu'il y a eu d'autres animateurs qui étaient bons techniquement, mais ça faisait un acting assez différent au final de certains que faisait Seb. Et du coup, je sais pas si ça se voit, parce qu'au final, Seb, il a quand même fait 65 plans sur les 110 plans du film. Donc, il a fait une grosse partie. Donc, il y a quand même une sorte d'homogénéité. Donc, ça, c'était cool. Mais il y a certains plans, quand je les vois maintenant, je me dis, c'est vrai que c'était peut-être un tout petit peu moins sensible. Donc, je pense quand même que le casting, c'est un moment crucial. Et de prendre des gens qui sont quand même motivés par le projet et tout, c'est quand même assez important, quoi. Nous, on a vraiment eu une super équipe. Hein. Franchement, Ouais. On en a fait, eu c'était Chloé, tellement dur, quoi. Mais franchement, ils étaient trop bien, quoi. on a eu Chloé Nicolet pour le super. design. Mm. Mais ça, c'était un petit peu genre. Enfin, moi, j'ai pas trop cru en fait, quand elle nous a contactés pour travailler dessus. Chloé, si tu nous regardes. Elle est dans le chat. Elle est dans le chat, ouais. Mais oui, on était tellement contents. Genre, j'étais littéralement tombée de ma chaise en mode mais quoi, elle veut travailler sur culotté avec nous et je me suis pas trompée. Je me souviens, elle a passé le test et genre c'était bon quoi. Mais après, ce qui était dur, moi ce que j'ai trouvé que c'était dur, bah du coup on a eu une fin heureuse à cette histoire, c'est qu'on a eu pas mal de tests pour les designs qui étaient bien. Ouais. En fait, on avait eu un gros coup de cœur pour 2-3 autres personnes qu'on a recontactées en leur disant on est désolé, on n'a qu'un poste pour le design. Parce qu'on n'avait pas assez de matière pour faire bosser deux personnes en même temps. Et en fait, c'était Claire Magnier et Axel Barré. Et en fait, on leur a dit, nous, on a adoré votre taf. En fait, on va chercher des gens à Angoulême pour finir les designs et faire les persos secondaires. Et elles sont toutes les deux venues. Sachant qu'Axel, elle était à Annecy. Elle était assez jeune. Je crois qu'elle était sur sa première ou deuxième prod d'anime. Et Claire, elle était à Bordeaux. Elle avait un peu plus d'expérience. Et en plus, elles se sont trop bien entendues. C'était trop bien. Et elles ont fait tous les autres épisodes... Et elles sont venues à Angoulême pour faire la prod, quoi. Donc en fait, c'est ça qui était trop cool, c'est qu'il y avait un truc où on a eu... Donc ça, c'était pour le design. Mais on a aussi eu beaucoup de gens qui postulaient à plusieurs postes, qui avaient envie de venir sur Culotté. Et c'était trop bien, c'est qu'à chaque fois, t'arrivais à dire ok, bah là, en anime, il n'y a plus de place, mais il y a la colo, il y a tel poste. Et en fait, je vais pas dire que c'est le choix du roi, mais on a vraiment eu des super dossiers, des super books. Enfin, le choix des reines. C'était peut-être plus aussi au poste de chef où on a plus galéré, mais au final, en fait, comme on n'avait pas prévu ce poste de chef en fait au début, du coup, en fait, on a demandé aux gens. Après, je pense pas, il faut que tu précises qu'il y avait des chefs quand même, parce que j'ai l'impression que sinon, parce que Sandrine avait dit tout à l'heure, il y avait des chefs prévus. Disons, quand on a démarré, en fait, on avait juste un chef d'anime qui était prévu. Et un chef colo, je crois. Un chef colo, mais il n'y avait pas de chef layout. Et du coup, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé aux gens qui étaient sur l'équipe, en fait, de devenir en fait chef. Donc, sur le layout, c'était Mappy Desmessants et Mathilde Laillé. Comme Mappy est partie en fait au Japon pour un voyage, du coup, en fait, on a demandé à Mathilde qui était aussi layout woman, en fait, de devenir chef layout, quoi. Et après, à l'anime, c'est pareil aussi. En fait, il y a, du coup, à la base, c'était Xavier qui avait passé un test et qui a été pris en fait en tant que chef. Et par la suite, en fait, il a dû partir aussi. On a demandé à Francesca, je vais peut-être écorcher son nom de famille. Marinelli, je crois. Marinelli, ouais. Et du coup, elle, c'était. En fait, les deux avaient des styles un peu différents. Et je pense que quand même, ça s'est un petit peu ressenti. Enfin, c'est pas ni mieux ou moins, enfin, c'est pas moins bien ou mieux, quoi, mais c'était juste que Francesca, elle avait un style d'anime qui était vachement plus souple. Et quand dire, Xavier avait quelque chose de plus académique, plus technique, plus technique, quoi, on va dire. Surtout, Francesca avait animé, je sais plus combien de plans sur le pilote, en fait. On avait hésité entre les deux déjà au début, de reprendre Francesca qui était sur le pilote en chef, ou de prendre Xavier qui était externe. Et en fait, je me souviens qu'on s'était dit,
que c'était dur parce que Francesca était une des seules qu'on avait du pilote. Et qu'en fait, si on n'avait pas quelqu'un aussi dans l'équipe qui avait l'habitude du style, enfin, ça avait été un vrai dilemme aussi de. D'accord. Et du coup, et en plus, ils étaient potes, donc ils se sont vachement bien passé la main après quand Xavier a dû partir. Mais c'était un poste compliqué en fait. Enfin, comme il fallait gérer une grosse équipe et aller vite aussi. Enfin, l'étape d'anime s'est retrouvée un petit peu pris en sandwich entre le layout et la colo. Et du coup, il fallait qu'il fasse le maximum et c'était un poste important quoi, sur Culotté. J'ai l'impression que c'est souvent le cas. Ouais. Et du coup, c'est quoi à peu près la journée type, on va dire, du réalisateur ou de la réalisatrice? Ne pas vouloir aller travailler le matin. Faire du café. Du café, ouais. Vous êtes du café. C'est quoi votre journée type idéale? 5h, je me lève, je fais du stretching. Alors, la morning routine du réel, moi, je sais que j'essaie toujours de venir avant tout le monde. Ouais. Alors, des fois, c'est pas longtemps, tu viens un quart d'heure avant, tu vois. Pour lire tous les Discord, s'il y a des trucs que tu as loupés sur le chat, parce qu'on avait un chat sur Discord, lire les mails, lire les messages et tout. Et moi, ce que je faisais au début, c'est que j'envoyais un message souvent à chaque chef de poste ou à chaque personne en disant si tu as besoin de ça, je suis dispo là, je t'ai mis tel truc dans tel endroit, j'ai fait mes retakes, c'est ici. Comme ça, il y a un peu un truc pour tout le monde pour commencer. En général, je faisais ça jusqu'à 10h, 10h30. Et après ça, je commençais à faire le tour des gens, en fait, des chefs qui avaient besoin de me voir. Et souvent, si on avait des réunions, c'était souvent en début d'après-midi avec les équipes. Et ce qui était très très chronophage, c'était les reviews et les retakes. En fait, selon si on devait les faire dans les scènes ou si on les faisait par écrit. Mais c'est très très rédactionnel. Et en fait, Claire Lefranc, qui était notre chargée de prod avec Hugo, qui arrivait plus tard, il nous avait fait des plannings où on avait au moins 5-6 tâches par jour. Et c'était dit de ce qui était prioritaire le matin ou l'après-midi. Et la priorité aussi, c'est de toujours donner du taf à ceux qui vont être en chômage technique, si tu leur donnes rien. Bah oui. Par exemple, je sais que j'essayais toujours d'avoir un brief d'avance, comme ça, si j'ai pas le temps de faire les retakes, ils peuvent commencer le suivant, et moi j'ai le temps de faire les retakes, et d'essayer de pas bloquer le flux en fait de boulot. Mais ouais, moi c'est ça, à l'air de rien, tu t'arrives tôt et tu finis tard, hein. C'est un peu obligé. Mais t'as une deuxième journée qui commence quand les gens finissent quoi. Enfin, ça c'était assez dur parce que du coup des fois en fait on avait très peu de temps de tampon en fait entre entre le moment où les personnes livrent les choses qu'ils ont fait, le plan, et le moment où il fallait leur donner des retakes, c'est-à-dire genre littéralement le lendemain, et ils sont finis à 18h quoi. Et du coup, toi, tu fais juste, ok, il est 18h, il faut juste que j'ouvre 35 plans. Le petit plan flash qui rame, qui s'ouvre pas. J'ai l'impression que c'est difficile. Hein. Et c'est difficile en tant que réel de pas rester. Ne serait-ce que moi, en tant que quelqu'un qui a travaillé sur une prod, les derniers à sortir, en général, c'est les réels. Les chargés de prod, il me semble, et quelques personnes qui ont le courage de faire des heures sup. Claire, c'était pareil, son boulot il commençait quand les gens partaient parce qu'en fait elle devait rendre compte de ce qui avait été produit dans la journée et adapter ce qu'il fallait, les plannings. Et c'est vrai que c'est hyper dur parce qu'elle avait fait des roulements où les gens venaient la voir, après elle passait plus par les chefs de poste et tout. Et nous c'est pareil, et c'est pour ça que c'était hyper compliqué parce qu'on essayait de checker au fur et à mesure, mais en fait ça marchait pas. Tu sais, de genre checker 5 ou 10 plans sur les 30, tu vois. Parce qu'en fait, tu sors du truc et que c'est toujours mieux de regarder les plans dans la continuité. Et je pense aussi tu culpabilises beaucoup. Moi, il y a un moment, je sais pas à quel point le temps que je passais, des fois, j'étais fatiguée, tu vois. T'as un truc où, l'air de rien, t'es un peu crevé. Et il y a des fois où il faut vraiment être là, où il faut passer du temps sur ton ordi, il faut regarder les plans et tu peux pas aller plus vite. Mais je sais quand t'es très fatigué, des fois aussi, tu es dans un truc où tu trouves pas trop d'autres solutions qu'être là et essayer de faire les trucs. Et puis il y a aussi le truc où tu dis là cette petite retake là je peux la faire. Tu vas commencer à faire une retake et genre et tu commences à toutes les faire. Tu commences à toutes les faire et tu fais vous avez ce truc moi, je me souviens il y a plein de moments où même encore maintenant quand je fais un truc j'ai souvent très envie, à un moment donné je me dis j'ai envie d'aller aux toilettes.
mais je finis mon truc avant et ça va pas prendre longtemps. Et genre, ça prend vraiment très longtemps. Ça peut prendre 1 heure, 2 heures, et au bout d'un moment, t'as genre la vessie qui va exploser. Mais tu te dis, mais non, j'ai encore ce tout petit truc à faire, et tu corriges. Et ça n'en finit pas, il y a toujours un truc, et puis tu regardes les couleurs, tu regardes dans tous les sens si ça marche ou pas. Et en fait, ouais, tu t'es obnubilé par ce que tu es en train de faire, et puis bon, bah, t'as la vessie qui explose. La médecine du travail s'arrache les cheveux de tous ces petits réels pour des vessies cassées. C'est ça. Mais du coup, ça a duré combien de temps tout ça? Parce que vous étiez dans un état quand même de fatigue, j'ai l'impression, dès quand même le début, quoi. Il y avait des problèmes à régler et tout. Et la production entière de la série a duré combien de temps? C'est 1 an et demi, hein. C'est 1 an et demi, Un ouais, an et demi dans cet état-là? avec le storyboard qui a duré bien 3 mois avant qu'on démarre la prod. Ouais. 4 mois au moins, ouais. Purée, c'est énorme de rester quand même. Parce que moi, je connais plusieurs réals qui ont des problèmes de santé, que ce soit de l'eczéma à cause du stress, ou chez un collègue qui a souvent des orgelets, des choses qui montrent en fait le stress qui est là. Et puis, et même en tant que producteur, il y a des producteurs qui se font des ulcères ou des choses comme ça, simplement avec la fatigue, la nervosité, le stress et tout ça, quoi. Donc quand tu es dans cet état-là et que ça dure, bon, ça dure 1 an et demi parce que là, vous avez fait ce projet-là, mais quand tu dors, enfin, il y a des projets des fois qui sont rallongés, et puis je sais pas comment ça va être dans 20 ans, quoi, comment est-ce qu'on va être, mais ouais, c'est quand même un boulot demandeur et qui est très compliqué. Donc Je pense que ça mériterait peut-être une personne qui soit aux petits soins justement des réalisateurs et réalisateurs, justement. Ah, moi j'aimerais trop. Un masseur ou... Un masseur. On l'a fait à la fin. À la fin. Alors en fait, c'est une anecdote, c'est drôle, c'est qu'en fait, il y avait la copine d'un pote qu'on a rencontré à Angoulême qui se lançait dans une activité à côté qui s'appelle Laure Fauvel, qui est très sympathique, pour faire justement des massages en entreprise. Elle a un matos qui est portable. Et en fait, comme elle commençait son activité, elle nous avait demandé de le faire. Mais en fait, c'était à la toute fin quand on faisait genre la promo, tu sais, les dernières images, les derniers exports, donc on n'était plus que 4-5. Ouais. Et c'était génial, et on s'est dit, mais c'était cool. Ouais. C'était genre Avec la dernière ligne droite de la promo. Ouais. Alors, Ouais. juste pour vous dire que c'est peut-être l'heure de la pause, si vous avez besoin de, je sais pas, justement, de souffler un petit peu avant de reprendre. Ouais. On prend une Ok, petite ça pause. marche. Petite Ouais, pause on va faire de ça. 5 minutes. Allez, Ok. on Je revient. comprends vite. À tout. Tout le monde, on est de retour. Coucou Hello. tout le monde. Oui, donc on a décidé donc après la pause de répondre aux questions des gens du chat. Pour commencer, c'était Django qui a posé la question. Graphiquement, l'empreinte graphique d'une réalisation se décide comment? Ah oui, c'est sûr. Ouais, alors nous c'est un peu particulier pour Culotté parce que c'est une adaptation. Donc en fait, moi c'était la 3e fois que je bossais sur une série sur l'adaptation. Avant c'était plutôt pour les décors, mais du coup t'es quand même beaucoup dans l'univers graphique de l'auteur de BD lui-même. En fait, quand tu fais une adaptation, il faut vachement respecter la patte de l'auteur, tout en trouvant des solutions économiques pour simplifier. Du coup, nous par exemple pour Culotté, donc c'était Sarah Saïdan qui avait fait la bible graphique, qui était aussi la réalisatrice du pilote, qui avait développé du coup l'aspect graphique de la série. Par exemple, par rapport au dessin de Pénélope Bagieux, elle a enlevé la ligne de contour et elle a fait des aplats. C'est ça. C'est quand même différent. Ouais, et en fait, c'était aussi une solution économique, parce que moi, c'est marrant, j'avais mon chef décor avec qui j'étais sur Ariol, avec qui j'étais en chef décor, qui m'avait dit le plus dur à reproduire entre les gens, c'est le trait. En fait, chacun a un trait différent. Ouais. Et en fait, quand tu passes par l'aplat, il y a un espèce de lissage qui se fait de dessin où t'es pas dans ton tic graphique personnel. Et du coup, pour Culotté, je trouve que c'était hyper fort parce qu'on avait quand même beaucoup de gens qui intervenaient et beaucoup de gens avec des styles graphiques assez forts et assez différents. Et donc, je trouve que c'était une bonne solution qu'avait trouvé Sarah pour ça. Et en fait, l'adaptation graphique, ça se fait aussi par exemple pour des gros projets. Ou pas même pour nous, c'est aussi en discussion avec ton producteur, avec ton diffuseur qui connaît son public, qui connaît les attentes du public. Pour les gros projets comme toi, tu as eu par exemple Nolwenn à MacGuff, les gens du marketing qui donnent leur avis. Bah là, et donc voilà, oui, il y a beaucoup de gens qui peuvent donner leur avis. Beaucoup de gens donnent leur avis, mais à MacGuff, je sais pas si vous connaissez, il y a Éric Guillon qui est un peu on va dire c'est lui l'empreinte graphique de quasiment tous les films. Il a fait le développement visuel. Et donc les designs, ils ont beau être retouchés par des modeleurs 3D. À la base, c'est lui qui fait
le graphisme du film. Il trouve plein d'idées d'ailleurs avec des dessins qui ressemblent au style un peu Sampé Louis Thomas. D'ailleurs, Louis, il a bossé aussi avec Eric et maintenant Guillaume Fesquet. Et en fait, c'est vraiment son style à lui qui est la base. Et je crois que le producteur lui a dit d'ailleurs, c'est toi que je veux représenter graphiquement enfin, que c'est son style à lui qu'il voulait dans les films. Et donc, il est directeur artistique maintenant et même co-réalisateur. Mais ça, pour le coup, ouais, lui, c'est l'empreinte graphique de tous les films à MacGuff. Bah, c'est ça. Et puis c'est aussi par exemple quand on fait de la réalisation, quand on réalise une série, il y a une bible graphique et une bible littéraire qui met le cadre pour tout le monde. Donc la bible littéraire, c'est les règles d'écriture de la série, et la bible graphique, c'est pareil pour le style graphique. Et des fois, les auteurs d'origine bossent sur la bible graphique, ce qui est pas toujours simple parce qu'ils sont pas toujours conscients des problématiques techniques qu'on a derrière. Donc c'est toujours bien de le faire avec quelqu'un qui connaît le logiciel et qui va dire « Ah là, non, c'est impossible, on va trop galérer à animer ça sur 50 épisodes. » Donc, c'est compliqué parce que souvent, nous, les auteurs, on a envie d'aller dans des choses plus personnelles et plus, on va dire, originales. Et en fait, il faut avoir toujours ce truc de dire « Tu vas devoir faire en sorte que quelqu'un d'autre le redessine. » Donc, il faut aussi qu'en termes budgétaires et même en termes de quotas, que ce soit faisable de façon plus rapide en fait. Il y a aussi l'idée que j'y pense en fait, c'est que je rejoins sur ce que tu dis en tant qu'auteur, on a envie que ce soit original et il y en a qui poussent justement, admettons, un pilote à devenir extrêmement beau, mais qu'au moment de la fabrication du long métrage ou de la série, en fait, ils doivent simplifier le design pour que ce soit fait à la chaîne. Ça me fait penser à ce qu'ils ont fait avec The Dam Keeper. Tu sais, ils ont fait un court-métrage qui était hyper compliqué en peinture à la main, frame by frame sur Photoshop, par exemple. Et ils ont fait une série, ils étaient obligés d'aller dans un autre style. C'est pas possible de faire une série et de respecter les quotas d'une série avec ça. Donc, ils ont fait un truc extrêmement mignon, mais quand même différent en fait du court-métrage de base. Et c'est vrai que dans les courts-métrages, on a une plus grande liberté quelque part de graphique. Et quand tu disais c'est un petit peu frustrant, les courts-métrages, ça sert aussi à ça, à faire son truc aussi, quoi. Aller au bout de ses rêves. Mais justement, en parlant de The Dam Keeper, enfin bref, je te pose la question, Nolwenn, comment est-ce que tu as choisi ton empreinte graphique pour ton court-métrage Le rêve de Sam? À la base, c'était avec une brosse. J'avais une broche Photoshop que j'aimais trop et je la trouvais vraiment belle. Et je faisais des dessins très simples avec au départ. Et je me suis dit, ce serait trop bien en fait de faire un film animé comme ça. Je sais pas si c'est possible et tout. Et là, tout le monde m'avait dit, non, c'est pas possible. Tu vas mourir avant d'avoir fini ton film. Là, c'est vraiment, tu vas mettre trop de temps. Et en fait, moi, c'est justement The Dam Keeper qui m'a permis de savoir que c'était possible. C'est-à-dire que je suis allée à Annecy en me disant, bon, je vais trouver un producteur et tout, on va voir comment ça va se passer. Mais j'ai vu le Dam Keeper, j'avais déjà vu le trailer. Je m'étais dit, tiens, c'est fou, ça a l'air bien et tout. J'étais allée voir le film à Annecy et là, ça a été la révélation. Je me suis dit, mais c'est possible en fait de faire ça. Et donc, je crois que c'est aussi grâce à ce film-là que j'ai pu convaincre après un prod de bosser comme ça, quoi. De dire si c'est possible. En vrai, ça s'est pas trop passé comme ça sur la prod. C'est-à-dire que j'ai commencé à la main à faire frame by frame, à peindre comme ça. Mais on s'est rendu compte que c'était beaucoup trop long et on a dû trouver des solutions. Donc, comme tu disais, Charlotte, pour aller plus vite, on ne pouvait pas continuer en fait comme ça. Et à un moment donné, et je pense que tu le connais peut-être, Charlotte, comme tu disais que tu avais bossé à Poisson Rouge et que j'ai vu dans... Il y a longtemps. J'ai vu que tu as bossé sur Tulku. Ouais. Et Momo et Samy qui réalisaient Tulku, c'était dans ma promo en fait à l'MK. Et ce qui est fou, c'est que c'est grâce à Momo qu'on a pu vraiment finir notre film parce que dès le départ, il nous avait dit si tu veux faire ce style-là, essaie de contacter un mec qui bosse à Poisson Rouge qui s'appelle Anaël. Ah oui. Mais je crois que c'est les mecs qui sont sur toutes les prods. Et puis c'est les mecs où tout le monde se donne leur contact, les hommes ou les femmes d'ailleurs. Ouais. Tout le monde se donne leur contact en disant il va sauver ton film. Exactement. Je sais pas ce qu'ils font, mais ils vont sauver ta prod. C'est des magiciens. C'est ça. Et en fait, dès le départ, voilà, c'est ça, petit papier sur la table. Et donc il m'avait dit vas-y, contacte Anaël, parce que moi je lui avais montré en fait à la base
j'avais quand même testé à la main. J'avais fait une course d'une petite souris que j'avais peinte à la main avec la broche que j'aimais bien sur Photoshop. Et j'avais montré ça aussi à Annecy, à ma productrice, pour lui montrer à peu près le style du film que je voulais faire. Et je l'avais montré à Momo. Et il m'avait dit « Ah, tu veux faire un film comme ça? Contacte Anaëlle. » Et puis moi, je lui avais dit « Mais non, je vais y arriver, je vais faire à la main toute seule, pas de problème. » Et pendant à peu près 1 an, il n'a pas arrêté de me dire « Contacte Anaëlle, contacte Anaëlle. » Puis moi, j'étais là « Non, non, on va s'en sortir, on va s'en sortir. » Et en fait, au bout d'un moment, on regarde notre planning avec ma productrice. Et c'est là que le chargé de prod est arrivé sur la prod. Il a dit « Vous en êtes que là ?» Enfin, en mode... il a regardé notre planning, on n'avait pas du tout bien suivi les trucs à remplir et tout. Et ça, c'est l'une des crises qu'on a eues d'ailleurs, parce qu'on n'avait pas vraiment checké où on en était. Et ça faisait déjà 1 an qu'on bossait à plein temps dessus. Et là, effectivement, j'ai dit à ma productrice, bon, j'ai un ami qui m'a parlé d'un mec qui bosse à Poisson Rouge. Faudrait peut-être qu'on essaie de voir. Puis on est allé voir sa démo du logiciel qu'il a créé, enfin l'un des logiciels qu'il a créé. Et puis on s'est dit, ah, pourquoi pas. Et ma productrice m'a dit, ah, c'est marrant, il bosse à Poisson Rouge. Puis moi, je connais la productrice et directrice de Poisson Rouge, donc Catherine Esteves. Et du coup, elle m'a dit, de toute façon, j'ai un rendez-vous avec elle la semaine prochaine. Donc elles en ont parlé et elles ont convenu d'un truc. J'ai rencontré Anaëlle, on a discuté. Et Anaëlle, comme un peu Sébastien, lui aussi c'est tombé du ciel à travers un nuage parce qu'il nous a sauvé la vie, quoi. Ça a complètement changé la façon dont on a commencé même à préparer les plans. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je faisais, juste pour un détail technique, c'est-à-dire que en 1 semaine, je pouvais peindre à peu près 3 plans, 2 plans et demi à 3 plans par semaine. Lui, il a fait en 2 semaines 50 plans. Waouh. Oh. Ah ouais. Voilà. C'est un plugin, c'est ça, du coup Mais je crois que c'est un logiciel. Ouais. C'est un logiciel, mais c'est lui qui l'a créé. Klaus, en fait. Ouais, exactement. Parce que je sais qu'il y a énormément de gens moi, qui me parlent de Klaus Durand et en fait, je crois que ça a été fait en partie au Poisson Rouge. Ah oui, pour donner leur nom. Ouais. En fait, il y a 2 logiciels. Pour tout à l'heure, juste pour donner leur nom, c'était Mohamed Fadera et Sami Gelaï. S'il y a des gens qui s'intéressent, ils ont fait un truc X2D 3D texturing. Je te le noterai. Et je te le noterai en dessous. Ouais, ils ont fait un super court-métrage qui s'appelle Tulku et je pense qu'il est en ligne, vous pouvez le voir. Et ouais, c'était un mélange 2D 3D et c'était exactement comme toi en fait, où ils ont commencé un film, ou comme May, ils ont commencé leur film Tulku, ils ont fait une sorte de petit pilote en guise de film de fin d'études qu'ils ont présenté au jury et ensuite ils se sont servis de ça pour aller à Poisson Rouge, ou peut-être que Catherine était à notre jury ou quelque chose comme ça. Et qu'ils ont vu au jury, ouais. Parce que moi j'ai bossé dessus en fait, j'ai fait de l'anime dessus. J'ai animé des un de mes premiers tas. Trop cool. Ouais. Mais du coup, ouais, voilà, pour en revenir à Anaëlle, il a fait plusieurs logiciels, donc lui c'est un développeur et artiste en même temps, ce qui était trop bien parce que du coup, ça fait partie des rares personnes qui sont ils ont cette connaissance technique que nous, en tant que graphistes, on n'a pas forcément. Mais ils sont vraiment à l'écoute artistiquement parce qu'ils sont eux-mêmes très sensibles au graphisme et à l'artistique. Et du coup, Anaëlle, il a été très à l'écoute. Et puis en plus, c'est un mec hyper doux et calme et qui va réfléchir à comment régler tes problèmes et tout. C'était un mec en or, quoi. Vraiment super. C'est con, mais des fois, tu te... On passe à la question suivante rapidement. Ouais. Et comment s'est fait, alors c'est la question de Emacre, et comment s'est fait la répartition du travail quand on est 2 réels Emma, je te reconnais. Ça s'est fait instinctivement à 2 sur tous les épisodes et toutes les étapes on s'est partagé les épisodes. Enfin, en fait, on a juste littéralement pris la BD, on a dit celle-là, j'aime bien l'histoire. Et on a choisi, et puis au bout d'un moment, du coup, on a fait la répartition des épisodes comme ça. Donc, après, sur le storyboard, on se consultait beaucoup. Et sur la fabrication, effectivement, on s'est splitté sur la partie supervision, en fait, sur chaque étape. Comme on avait déjà des chefs de poste, comme on a des chefs de poste aussi, en fait, qui faisaient un peu l'union en fait de style entre les 2 équipes. Ah oui, en fait, on a 2 équipes. Donc une équipe pour Charlotte pour l'animation et une équipe pour les épisodes, les miens, quoi. Et sinon, en fait, pour le design, le décor, la colo et le layout, en fait, c'était la même équipe en fait pour les 2,
comment dire, pour les deux réels, on va dire. Mais il y avait un effet où ça se recroisait, ça revenait. Et par contre, on a essayé de faire chaque première étape, enfin premier épisode de chaque étape ensemble. Genre, on a fait les premiers montages ensemble, les premiers mix ensemble, les premiers sound design ensemble, pour être sûr qu'on partait dans la même direction. Et après, on se séparait le boulot. Et ce qui était pas mal, parce qu'en plus, nous, on a fait la fin de prod à peu près au moment où il y avait les grosses grèves là à Paris. Et on devait aller à Paris enregistrer Cécile de France. On devait faire beaucoup d'allers-retours. Et puis, Maï rentrer à Paris les week-ends, c'était très compliqué. Ouais. Et en fait, ce truc d'être à deux aussi, ça nous permettait de se remplacer s'il y avait besoin, quoi. Enfin, comme en fait, on se faisait quand même assez confiance, on pouvait aussi se décharger. Et puis même, tu vois, les gens parlaient de la difficulté d'être réel. Je pense que nous, ça nous a un peu sauvés d'être à deux aussi en termes d'énergie à donner. En fait, l'air de rien, quand t'as des moments où t'es fatigué et tout, d'être à deux aussi, ça permet de... soit de te conforter dans tes idées, et quand c'est bien, quand ça marche, tu dis bah oui, non, en fait, c'est bien, t'es en train de te prendre la tête pour rien, en fait, ton truc, t'es en train de t'embêter. Et ou par contre, quand t'es à côté aussi, te remettre dans le droit chemin, quoi. Nous, on avait un peu ça avec ma productrice, dans le sens où on s'est rendu compte que souvent, quand l'une d'entre nous n'allait pas bien, il y avait toujours l'autre pour un petit peu dire si c'est bon, on va y arriver et tout. Et heureusement, moi je suis contente d'avoir eu ma productrice tout du long, on était toutes les deux. Et à peu près à mi-chemin, donc au bout de la première année, on a eu un directeur de production qui est venu nous aider aussi. Et c'est vrai que de pouvoir se décharger et puis faire confiance à l'autre pour prendre un peu, alors pas forcément graphiquement, mais par exemple, si on devait répondre à des mails ou des choses comme ça, on savait qu'on pouvait se relancer la balle, quoi. Carrément. Pas être toute seule là-dedans. Non, et puis c'est important parce que... Enfin, ouais, des fois, tu peux te sentir très seule quand t'es réel. Enfin, vraiment, il y a des moments où... comme c'est long, en fait. Enfin, l'air de rien. Enfin, tu vois, pour des projets de long métrage, des fois, ça peut prendre 7-8 ans. T'imagines ? C'est juste, tu perds la flamme aussi, quoi. Il y a un moment, t'as besoin d'un interlocuteur, quel qu'il soit. Ça peut être ton chef de poste, ça peut être ton scénariste, ton producteur, ton copain, ta copine, enfin, tes potes, enfin, n'importe qui, mais t'es seul face à ta création. Sauf qu'en fait, l'animation, c'est voué à être montré à un public. Donc si tu fais trop ton truc dans ton coin aussi, c'est compliqué, quoi. Mais justement, ces prods qui s'étirent sur 7 ans en général, ce serait quoi? Parce que le seul exemple qui me vient en tête, c'est genre Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Sur les 7 ans, ils ont quand même changé de réalisateur, en fait. Il y a eu, mais ça, c'est particulier aux États-Unis, tu vois. Mais genre, les longs métrages d'auteurs qui sont sortis, peut-être que Maï, toi, tu sais plus, mais je crois que ça s'est vraiment fait sur des années. Genre, des fois, de la petite idée que t'as, peut-être des fois, quand t'es encore à l'école ou quoi. Est-ce que tu parles... Et la diffusion... Parce que j'allais citer Yuri Nornstein, mais... Non, ça, c'est autre chose. 30 ans plus tard Il faire ses films à son rythme. C'est merveilleux. C'est Tout en haut du monde qui a pris, je crois, environ 10 ans, en fait, pour monter, non? C'est pas ça? Ouais. Ah ouais, 10 ans. Funan aussi. Funan, ça a été très long. Funan, c'est très long. Funan, c'était des amis à moi qui étaient au Gobelin et qui ont démarré le projet quand ils ont fait... Merde, comment ça s'appelle ce programme ASF, en ils Europe, ont fait Animation sans frontières, Animation sans frontières. Et je crois que c'est au bout de 10 ans qu'ils ont réussi à faire le film, quoi. Enfin, mais j'ai perdu mon corps aussi. Moi, je l'ai vu pitcher quand j'étais à la Poudrière. Donc après, j'ai perdu mon corps. C'était pas son projet à lui. C'était une adaptation de commande, c'est une commande. C'était Mardu Pontavis, le Zinam, qui avait contacté Jérémy. Mais en fait, c'est normal, c'est qu'en fait, t'es aussi dans des systèmes de... Quel que soit le projet, t'es dans des systèmes de commission. Donc en fait, l'air de rien, un producteur ou un auteur va demander des aides pour pouvoir financer un salaire où toi, justement, t'arrêtais de travailler pour développer ton projet. En plus, les commissions, souvent, c'est en 2 parties. T'as une aide au début, tu dois remontrer du travail, ça te valide la deuxième partie de l'aide. Enfin, c'est très, très, très long. En fait, d'ailleurs, je crois que je vais bifurquer un peu de ça, mais c'est marrant parce que le système d'aide, c'est assez, comment dire... un piège. C'est un peu un piège, en fait, parce que... En fait, toi, t'écris un scénario, tu le fais valider parce que t'as des aides du CNC et tout ça. Et en fait, des fois, j'ai l'impression que quand tu as commencé le film, tu te dis « Ah bon, là, ça y est, c'est la dernière version en fait, de mon film. Ce sera comme ça qui va être. » Ça nous a plu. Quand tu commences à border ou à faire la mise en scène et tu te rends compte que le film marche pas du tout.
Et là, tu te dis, merde, mais en fait, j'ai passé au moins 5 ans à écrire le projet, à réécrire et réécrire le scénario. Je viens de démarrer le storyboard et là, je trouve que ça marche pas du tout. Oh non. Et je trouve qu'en fait, c'est un problème assez récurrent en fait, dans pas mal de. Enfin, en tout cas, moi, je rencontre souvent ce problème-là, en fait. Et puis d'autres amis qui me disent ah bah tiens, c'est compliqué de se dire que mon scénario a été validé et par contre là quand je vois le résultat je trouve que ça marche pas et il faut changer quoi. Enfin je dérive un petit peu en fait mais je trouve que c'est important aussi d'en parler parce que des fois en fait quand ça reste un état de, enfin en tout cas moi j'ai vraiment cette vision là, c'est-à-dire que un scénario reste du scénario, il faut se fier un peu plus à l'image et ce qu'on va montrer à la fin en fait. On est quand même des auteurs visuels quoi en fait. Oui. En tant qu'auteur, on a tendance un peu à dire ah merde en fait. Puis je sais pas vous, mais moi j'ai ce truc de, je vois pas forcément le film quand je lis un scénario. J'ai vraiment besoin d'images. Et du coup, je vois pas que les choses fonctionnent pas comme tu disais, jusqu'à ce que je le fasse en storyboard. Ouais. Non, ça c'est cool parce que du coup, effectivement, toi, t'as le regard neuf quoi sur ton projet. Et ça, moi, c'était assez long et, enfin, en fait, c'était assez douloureux en fait quand j'ai commencé à faire la mise en scène de mon court-métrage. Ouais. Parce que j'ai eu toute cette panoplie d'aide et tout, et genre je fais bon ça y est, je peux le faire tel quel, ça va marcher et tout. Et quand j'avais montré l'animatique à mes producteurs, en fait, ils ont fait plein de commentaires, ils trouvaient qu'il y a plein de choses qui marchaient pas encore. Et ça a été long, quoi. Du coup, en fait, ça a duré, pareil aussi. L'animatique, en fait, ça a pris vachement de temps. Et j'ai dû déborder, en fait, sur la fabrication. Et j'ai l'impression, en fait, le scénario se répète, en fait, sur. Mais j'aurais une question. En fait, je pense que le truc, c'est qu'un scénario, on va dire, raté, peut être rattrapé à l'animatique, mais un film qui a une animatique ratée, il est raté, en fait. Ouais, tu peux pas rattraper avec l'anime. Mais j'aurais. Au contraire, faut prendre du temps là-dessus, quoi. J'aurais une question. D'où l'importance pour les storyboarders. D'où l'importance pour les storyboarders. Enfin. Comment vous savez si un scénario est bon justement de base quoi. C'est pas notre boulot donc c'est dur. Hein. Ouais, c'est dur. Hein. Parce que dans les scénarios que j'ai lus, en général, moi déjà, j'ai un problème avec ça, c'est que comme je suis storyboardeuse, chaque projet que j'ai commencé, souvent j'ai d'abord fait le scénario, en même temps que l'écriture, on va dire, mais le storyboard en même temps que l'écriture, où je n'ai pas écrit de scénario à proprement parler, je faisais des points, les grands points en fait du film, et ensuite, une fois que tout ça, ça me paraissait ok, je commençais à storyboarder, mais sans vrai scénario, sans vrai script en fait, avec le déroulé de l'action, les paroles, etc. Et c'est un ami, à un moment donné, quand je lui ai dit que je faisais ça, il m'a dit mais ça va pas, t'es folle, il faut écrire un scénario en fait. Et du coup, je me suis forcée. Mais il y a même un projet que j'ai écrit après avoir fait le storyboard en fait. J'ai d'abord fait le storyboard pour être sûre que ça fonctionne. Et ensuite, j'ai écrit le script. Oh, t'as triché. Ouais, j'ai triché. Mais après, il y a des trucs qui fonctionnent toujours pas, donc ça va être remodelé. Mais c'est juste que pour pouvoir... j'ai vraiment fait le script, d'une part pour m'entraîner à en faire, parce que plusieurs personnes m'ont dit que c'était important. Et ensuite, parce que quand tu travailles avec d'autres personnes, eux, ils ont besoin du script, en fait. Toi, t'as peut-être ton film dans ta tête avec tes dessins et tout, mais si tu bosses avec d'autres gens, si tu veux bosser avec un producteur ou avec d'autres graphistes, il faut qu'ils aient le script, donc ça, c'est important. Et par rapport à est-ce que c'est un bon script ou pas, franchement, j'ai trop du mal. J'ai lu 3 scripts de long métrage en entier. Et en fait, à chaque fois, j'étais un peu dubitative, surtout vers la fin, tu sais si ça t'a touché un peu ou pas. Mais il y a plein de moments, tu sais pas trop si telle scène va être trop longue ou telle scène va être trop... ou si c'est bien rythmé. Ça, j'ai trop du mal... juste avec des mots, je sais pas. Moi, le problème, c'est que quand j'ai dû lire pas mal de scénarios, en fait, j'ai jamais réussi à avoir... un état émotionnel, même dans les parties les plus tristes ou les parties justement qui sont épiques. Tous les scénarios, c'est horrible de dire ça. C'était tous très très nuls. Non, mais c'était juste que. J'en ai une émotion. Mais le truc, c'est qu'un scénario, c'est pas de la littérature. En C'est fait, pas de la un scénario, littérature, c'est voilà, des indications. Et du coup, en fait, en effet, si t'as pas la vision
parce que moi j'ai l'impression quand même il y a pas mal de scénarios qui s'écrivent aussi où il y a déjà le réal qui est un peu là, qui peut-être est un peu dans l'idée. Après moi j'ai l'impression, parce que moi je suis pas une experte non plus, mais je me suis un peu penchée sur des bouquins de scénarios, mais tu vois les bouquins de scénarios basiques. Et pour moi si par exemple moi je dirais c'est si c'est confus et si tu comprends pas la réaction d'un personnage à un moment. Ouais, c'est Genre, qu'il y a un si problème. quelqu'un qui dit un truc qui est pas dans son caractère, mais ça, t'as vachement ça dans les films ou des séries où tu te dis, mais pourquoi il a dit ça? C'est pas logique par rapport à son Ouais, personnage. ouais. C'est pour ça que c'est important les bibles de personnages. Ou alors, si t'as un truc où tu sais pas pourquoi il en est arrivé là dans sa réflexion. Ouais. Après, j'ai l'impression qu'en C'est effet, qu'il les manque un truc. spécificités de rythme et tout ça, je pense qu'on n'est pas assez calé. Et c'est pour ça que je pense que dès que ton film dépasse quelques minutes, j'ai l'impression que c'est bien d'avoir un scénariste. Ouais. C'est bien d'avoir un ping-pong, mais c'est Mais pas notre. justement, je vous pose la question parce que vous savez, il y a. Je passe du coq à l'âne, mais. Enfin, presque. Mais par exemple, il y a des films comme Mad Max Fury Road qui a justement été fait entièrement en storyboard. Il y a Miyazaki Ah ouais qui écrit à peine et qui fait ses storyboards sans scénar. Ouais. En fait, le problème, c'est que nous, le système français de commission passe par du scénario et un dossier très littéraire. Et je trouve d'ailleurs, c'est une grosse discussion, ça dessert énormément les films expérimentaux et les films non narratifs. À part si t'es genre, t'as une personnalité. Enfin, j'ai l'impression. Si t'as déjà fait des trucs, oui, mais Voilà. Ouais. Parce si que tu l'air veux de rien, commencer. il y a aussi que la plupart des ZCNC, je crois qu'il faut en faire un film de limite 10 minutes. Ça supprime énormément de films qui rentrent pas dans cette case-là. Et il y a une culture du scénario et de l'écriture en France qui est hyper forte. Et en effet, moi, c'est vrai que idéalement, un peu comme tu disais, t'as un peu l'idée de ton déroulé de ton film et tu fais des dessins. Et c'est pas grave, au pire, tu écris après. En fait, c'est de l'écriture visuelle aussi, le board, donc Ouais, c'est tu ça. peux retrouver le truc. C'est juste que par contre, moi, je sais qu'à la Poudrière, j'avais eu une marraine scénariste qui s'appelait Nathalie Reznikov, qui bosse sur pas mal de séries, pas mal de projets, qui écrit. Et je lui avais dit de me relire en me disant, est-ce que toi, tu le comprends en tant que scénariste? Est-ce que j'ai donné la bonne info dans le script? C'est vraiment ça, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis après, il y a toujours des trucs. Je me souviens avoir lu un script à un moment où je savais pas trop si c'était bien ou pas. Je savais juste que ça m'avait pas trop touché. Et par contre, j'avais vu des trucs et je me suis dit, ah, ça c'est sexiste, j'aime pas ça. Il y avait plein Non, de c'est clair. stéréotypes et plein de trucs où je me disais, il faudrait un peu changer ce personnage-là et tout. Et ensuite, les gens qui avaient écrit le script, ils m'avaient dit, ah oui, c'est prévu de changer. Et ils m'avaient renvoyé des notes de script doctor qui avait relu en fait, qui avait fait une nouvelle passe dessus. Mais peut-être que Maïs, si tu veux parler, parce que moi je suis arrivée trop tard sur la prod, mais Maïs, t'as participé toi à l'écriture pour finaliser les scénarios qui avaient déjà été commencés. Ouais. La Après, sur Culotté, c'est différent parce que c'est des biographies déjà, donc du coup, il y a déjà une histoire qui est tracée, on va pas changer leurs histoires, quoi. Et c'était plus presque de trouver en fait les bonnes informations, de trier un peu les informations et se dire bon bah ça en fait ça va être cette ligne conductrice qu'on va garder pour ce personnage-là. Et également en fait moi je suis venue parce qu'en fait il fallait plus se trouver aussi des idées visuelles et ce qui était possible en fait pour l'animation parce qu'en fait Élise et Émilie en fait elles viennent plus de la fiction prise de vue réelle et du documentaire. Donc en fait, elles n'étaient pas trop, expérimentées en fait dans l'écriture de tout ce qui est visuel en fait. Donc en fait, moi je faisais un peu le pont entre la partie justement scénaristique, elles écrivaient du coup les structures, comment allaient se passer les scènes, et puis des fois moi je disais là c'est trop une mise en scène réaliste, il faudrait peut-être qu'on trouve des idées plus symboliques, comment on allait trouver comment on allait montrer une émotion en fait avec des images symboliques qu'on peut faire en animation quoi. Donc c'était plus ça en fait qu'il fallait trouver à l'écriture du scénario. Donc c'était déjà une première étape, mais évidemment en fait on pouvait. Enfin moi j'ai toujours du mal en fait de trouver des idées sans dessiner. En fait c'est vachement en passant par le dessin que tu vas aussi débloquer certains passages. Tu dis ah bah oui en fait évidemment. Je sais pas, cet ombre-là va devenir méchant, n'importe quoi, mais non, mais en gros, c'est c'est quelque chose de très visuel et du coup, ça passe forcément par le dessin et quand tu l'écris, en fait, ça paraît bizarre, quoi. C'est pas grave parce qu'à la fin, le film, il existe, en fait. J'ai l'impression que le chemin que tu prends, il est hyper personnel dans la création. C'est quand même assez dur quand même d'expliquer, surtout que pour les culottés, je trouvais que justement, il y avait une telle...
image graphique en fait en termes de mise en scène que déjà j'étais extrêmement épatée. Il y avait des idées extrêmement ludiques aussi et il y avait des transitions qui fonctionnaient vraiment bien, mais de façon encore une fois très visuelle et très graphique en fait. Et quand on essaie d'exprimer ça et de par écrit, ça c'est s'écrit beaucoup pas, plus ouais, ça difficile. s'écrit Ouais, pas. voilà, Ouais. c'est ça. En fait, l'idée, Ouais, c'était ouais. plutôt... Mais on a fait énormément de versions de board. Franchement, il y a des épisodes où moi, je crois que j'ai fait 18 versions de board. Enfin, c'était l'enfer Waouh. parce qu'en fait, des fois, tu sens que t'es pas loin, mais c'est pas ça. En fait, il y a Ouais, vraiment ce truc où ça marche pas. Et en fait, nous, ce qu'on faisait pas mal, c'était qu'on faisait des establishing, espèces de moments clés, parce que c'est hyper illustratif, culotté. Tu vois, t'as des espèces de plans hyper forts. Et après, tu te débrouilles pour trouver comment tu passes de l'un à l'autre. Donc, genre, elle va sortir un objet, elle va faire apparaître un décor, il y a des trucs qui pop. Et c'est pour ça que je te disais qu'à un moment, on avait l'impression de se répéter parce qu'au bout d'un moment, ce genre de choses devient un petit peu limité, quoi. Ouais. Donc, moi, j'ai eu des trucs. Mais genre, si les gens regardent, quand vous voyez un journaliste qui arrive pour demander à l'héroïne, et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Je crois que je l'ai fait 3 fois. Parce que je ne savais plus comment enchaîner sur la suite de son histoire. Et il y a quelqu'un qui vient demander à l'héroïne, et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais faire ceci. Les gens, je pense qu'ils vont en faire un jeu de. Comment on appelle ça quand on boit de l'alcool? Ouais. Genre, Trouver chaque fois quand Charlotte a plus d'idées, en fait. Ouais, Elle a plus d'idées. Non, Je ça sais c'est plus. trop horrible ça. Mais j'aimerais qu'ils voient un truc qui se répète, ils boivent, ils prennent un shot d'alcool et. Tu sais, c'est voilà, le bingo. prenez, Le bingo qui Ouais, va- voilà. Le mec. Je vais sortir un truc de mon sac. Je vais sortir un truc de l'écran. Mais Ouais, c'est je marrant trouve ça- quand, ça marche bien. en tant que professionnel, tu vois à peu près les limites en fait dans les productions que tu regardes, ou alors tu vois à peu près les plans réut. Tu as des gens qui voient pas trop ça, mais tu dis ah ça c'est un plan réut ou Moi, c'est à un moment l'enfer, je donné, suis en train j'avais de. Pardon. j'avais vas-y, fait vas-y, je un te court métrage où c'était en live action et c'était mon premier live action, le seul d'ailleurs que j'ai fait, et je voulais juste tester avec des copains et tout, et à un moment donné je le montre à un pote, enfin un gars que je rencontre, et il se met à rigoler et je dis pourquoi tu rigoles? Et il fait parce que t'as oublié un truc dans le fond du décor là, c'était un truc pour la lumière en fait, pour un, comment ça s'appelle, Un un projet. truc rond. Non, c'est pas un projet, c'est un Ah, truc un rond. diffuseur. Un diffuseur, ouais. Il était plié, mais dans un coin du plan. Et là, je me suis dit, oh là là, mais tous les techniciens du cinéma, ils vont se dire ça, parce que j'avais oublié ça, quoi.